Bien, bonsoir. C'est à mon tour de m'excuser pour la semaine dernière, mais j'avais déjà fait 3 heures d'embouteillage le matin. Je pense que ça valait pas le coup d'essayer de venir, puisque tous les métros étaient arrêtés, je crois, et Paris était saturé, et je venais de la banlieue sud. Donc, je pense que c'était pas raisonnable. Je sais pas combien parmi vous étaient présents, mais on ne maîtrise pas toujours le temps. D'ailleurs, on ne le maîtrise jamais. Bon. Alors, qu'est-ce que l'on avait fait lors de la première séance? Eh bien, on avait discuté, interrogé, critiqué notre façon de parler du temps et montré que certaines difficultés, certains paradoxes même, surgissent du fait que le mot temps souffre de polysémie. Il désigne tantôt dans le langage le mouvement, tantôt le changement, tantôt le devenir, tantôt la répétition, tantôt la mort. Et ça brouille un petit peu les cartes. Et ce qu'on avait essayé de faire, c'était de montrer que le temps, c'est autre chose que tout ça. C'est-à-dire que le temps, ça n'est pas le mouvement. Le temps, ça n'est pas non plus le devenir. On avait à ce propos fait la distinction entre le cours du temps et la flèche du temps. On a vu également que le temps, ça n'est pas la même chose que la durée, etc., etc. On avait fait ce travail d'effeuillage du temps que j'avais choisi comme titre de la première séance. Et pour vous montrer que il y a des difficultés qui sont peut-être complètement créées par le langage, mais qui ne correspondent pas à de véritables problèmes. C'est simplement des difficultés qui sont en quelque sorte autogénérées par la pratique de la langue. Il y a le cas que j'avais très brièvement traité, mais sur lequel je vais un petit peu revenir, de l'origine du temps. Il me semble que, moi, à chaque fois qu'il y a une conférence sur le temps, ou quand un astrophysicien parle, par exemple, on l'interroge sur l'origine de l'univers, mais aussi celle du temps. Et ce que je pense, c'est que on ne devrait jamais, quand on est scientifique, parler de l'origine. Qu'il s'agisse de l'univers, de la pensée, de l'homme, du temps, de la matière, du vide, etc., etc., en fait, la science n'a pas accès à l'origine. Quand je définis l'origine comme étant ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire le passage de l'absence de quelque chose à l'émergence de cette chose. Ce que j'appelle l'origine, c'est le passage du néant à l'être. Il n'y a rien, et puis tout d'un coup, il y a ce dont on parle. La pensée, l'univers, le temps, etc. Et à chaque fois que des scientifiques répondent à cette question, en fait, ils ontologisent le néant, pour parler de mots compliqués, c'est-à-dire ils mettent dans le néant ce qui est nécessaire pour pouvoir décrire la suite comme étant une origine. Et donc, ils transforment le néant en une cuisse de Jupiter de laquelle va sortir la pensée, l'homme, le temps, etc. Et c'est quelque chose qui est assez fréquent. Par exemple, il y a des astrophysiciens qui disent qu'on maintenant on sait décrire la naissance de l'univers ou l'origine de l'univers à partir de rien, donc à partir du néant, un monde sans espace, sans temps, etc. Et en réalité, quand vous les lisez attentivement, vous vous rendez compte que le rien dont ils parlent, en réalité, c'est le vide quantique, ou c'est une collision de supercordes, ou c'est un mini trou noir, je ne sais quoi, ou c'est des univers bulles. En tout cas, c'est quelque chose. Donc ce qui est présenté comme étant une description de l'origine, en réalité, c'est un achèvement. On vous présente non pas la naissance à partir de rien, mais la naissance de quelque chose à partir de quelque chose qui l'a précédé. Et c'est tout ça pour montrer que l'emploi du mot origine est toujours problématique. La science, pour se construire, elle a besoin d'un déjà là. Il faut qu'il y ait de la matière pour qu'il y ait de la physique. On ne sait pas faire la physique du néant. Bon, donc il faut de la matière, il faut qu'il y ait du déjà là pour construire ou deviner ou trouver les lois qui régissent ce milieu. Mais la connaissance de la physique qui régit le déjà là n'a aucune raison d'être suffisante pour nous décrire comment ce déjà là est advenu à partir de rien. Hein. Et sans faire trop de philosophie, parce que c'est quand même un cours qui porte plutôt sur la physique, vous voyez qu'à partir du moment où vous vous dites capable de décrire le passage du néant à l'être, ça veut dire que vous mettez dans le néant la possibilité qu'il a de cesser d'être un néant. Et un néant qui contient la possibilité de cesser d'être un néant,
c'est déjà pas mal. C'est plus un néant. C'est pas rien. Un néant qui est potentiellement autre chose qu'un néant, eh ben, il a une ontologie qui est beaucoup plus lourde qu'un néant tout court qui serait inerte, sans avenir, sans devenir, etc. Alors, je dis ça parce que le mot origine souffre à peu près de la même maladie que le mot temps, c'est-à-dire qu'il est mis à toutes les sauces. Et cette confusion se multiplie, s'accentue quand on parle de l'origine du temps. Les deux effets se multiplient et ça fait un cafouillage verbal qui est en général porteur d'un non-sens. Alors, il se trouve que ça, c'est des hasards de mes pérégrinations en librairie, mais j'ai découvert ce week-end un livre qui vient de sortir, en fait, j'aurais pas pu le découvrir avant, qui a été écrit par Jacques Bouvresse sur Wittgenstein. Vous savez qu'il y a beaucoup de livres qui sortent en ce moment sur Wittgenstein, ce philosophe logicien qui est mort en 1951, qui a écrit un seul livre de son vivant qui s'appelait le Tractatus Logico-Philosophicus, une suite d'aphorismes assez étonnante, que j'avais un peu cité, je crois, dans le premier cours pour dire que d'après Wittgenstein, le but de la philosophie, c'est justement de critiquer le langage. Le but de la philosophie des sciences, notamment, ça n'est pas d'énoncer de nouvelles propositions, mais de critiquer celles qui sont faites, de les clarifier, disait-il. Le but de la philosophie est d'aboutir à des propositions claires, pas des propositions nouvelles. Il a écrit ça en 1932. Et ce qui est assez étonnant, c'est que cette façon de présenter la philosophie des sciences, elle rejoint la façon que Schrödinger avait de présenter la physique. Schrödinger disait le but de la physique, ça n'est pas de découvrir des choses que personne n'a jamais vues, c'est de penser autrement tout ce que le monde voit, ce que tout le monde voit. D'accord ? Donc l'idée, ça n'est pas d'ajouter de l'ontologie, des nouvelles particules, etc. C'est de prendre ce qui est là et de le comprendre autrement. Et on verra, ça sera dans la deuxième partie du cours, quand je vous expliquerai l'antimatière, vous verrez que dans les années 30 du siècle précédent, cette idée qu'un physicien puisse avoir l'audace de prédire l'existence d'un objet que personne n'a jamais vu était une idée révolutionnaire. Et d'ailleurs, auparavant, beaucoup de gens l'avaient eu, mais avaient refoulé cette possibilité au nom du fait qu'on ne doit pas faire des prédictions d'ordre ontologique, car ce serait faire de la métaphysique. Alors, ce Wittgenstein, moi, je connais assez mal, si vous voulez, parce que d'abord, peu de gens le connaissent bien. Il a écrit un peu comme écrivaient les anté-socratiques, les pré-socratiques, c'est avec des bribes, des petites phrases, des trucs comme ça, et on a du mal, en lisant des petites phrases, à voir la pensée qui est derrière et qui est en fait très structurée, si on en croit les exégèses que donne Jacques Bouvresse. Et dans ce livre, il y a un très long chapitre que j'ai lu avec une délectation absolue, dans un spasme de réplétion esthétique quasiment, qui s'appelle Les énigmes du temps. Et comme je l'ai acheté dimanche, ce livre, j'ai le ticket de caisse qui le prouve, ce que je vous ai dit la dernière fois ne pouvait pas être tiré de ce livre. Et pourtant, c'est la même chose. Et Wittgenstein dit des trucs qui sont assez proches de ce que j'ai essayé de raconter dans le premier cours. Par exemple, je vous lis 5 phrases qui vont illustrer sa thèse, en quelque sorte. Il pose la question « Qu'est-ce que le temps ?» Et il répond « L'erreur réside déjà dans la question. » Comme si la question était « De quoi, de quel matériau est fait le temps ?» Comme on dit, par exemple, « De quoi est fait cet habit fin ?» Autrement dit, le seul fait qu'on ait accolé au temps un substantif, le temps, c'est un substantif, va engendrer toute une série de questions qui sont liées au fait qu'on a nommé le temps par un substantif, mais qui sont des questions vides, en quelque sorte, qu'on ne peut pas résoudre. C'est simplement parce qu'on a nommé le temps qu'on a enclenché le besoin irrépressible de poser certaines questions qui, en fait, ne sont pas solubles. Vous vous souvenez que j'avais expliqué aussi qu'il est impossible de penser l'arrêt du temps. On ne peut penser l'arrêt du temps que quand on identifie le temps et le mouvement. Mais en fait, quand il n'y a plus de mouvement, quand rien ne bouge, il y a quand même du temps qui passe. Et qui fait que cette chose qui ne bouge pas persiste à être. C'est ce que j'avais essayé d'expliquer. Bon. Et voilà ce qu'écrit Wittgenstein sur le même sujet. À supposer que notre champ visuel reste toujours le même et que nous n'ayons pas d'autre sens que le sens de la vue. Le temps s'écoulerait-il alors ? Il imagine qu'on est devant un paysage dans lequel absolument rien ne bouge. On n'a que la vue, donc il n'y a pas de son, il y a pas de... on ne voit rien bouger. Est-ce que le temps s'écoule ? Et il dit,
On doit apparemment supposer que oui, car le changement inclut également en lui la possibilité du repos. Même s'il est difficile de s'imaginer que le temps passe quand tout reste identique, mais déjà dire que tout reste le même présuppose le temps. D'accord ? Donc c'est à peu près ce que j'avais essayé d'expliquer. Autrement dit, résume-t-il, même si la possibilité que rien ne change ne se réalise jamais, et s'il est difficile de se représenter ce qu'il adviendrait du temps au cas où elle se réaliserait, le concept de temps semble l'inclure. Et qui plus est, on a besoin de lui pour essayer de se représenter une situation dans laquelle plus rien ne changerait. Donc même si vous imaginez une situation dans laquelle il n'y a ni mouvement, ni devenir, ni changement, vous avez quand même besoin de supposer que le temps existe dans cette situation pour pouvoir la dire. Donc je me sens de plus en plus Wittgensteinien, plus exactement, je ne savais pas que je l'étais. Maintenant, Autre chose, à propos de la métaphore du fleuve que j'avais critiquée. Il dit « Quand nous disons que le temps coule et qu'il coule dans un sens déterminé, nous ne décrivons pas un fait parce qu'il n'y a en réalité rien qui coule, ni aucun écoulement d'aucune sorte. Nous utilisons simplement une image, et une image qui semble rendre possible et nécessaire la décision de certaines questions, comme par exemple celle de savoir si nous devrions ou non accepter de dire que le temps est circulaire, alors que ce type de question ne doit en réalité qu'à l'image et elle seule son apparence de sens et de pertinence. Autrement dit, c'est parce qu'on a dit que le temps était comme un fleuve qu'on se pose ensuite la question de savoir s'il est linéaire, circulaire, etc. Bon, là-dessus, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'à partir du moment où vous dites que le temps n'a qu'une dimension, ça veut dire que topologiquement, vous pouvez le tracer par une courbe à une dimension qui appartient nécessairement à l'une ou l'autre de deux catégories uniquement, soit la droite, soit le cercle. Donc là-dessus, je ne crois pas qu'on puisse trop critiquer la métaphore du fleuve, sauf à dire que c'est d'elle qu'on est parti pour ensuite la sublimer dans une représentation d'un temps linéaire ou circulaire. Alors on en est à deux là, j'avais dit qu'il y en aurait 5. Là c'est Bouvresse qui parle à propos de Wittgenstein. Il dit « Wittgenstein estime que ce sur quoi il faut s'interroger en premier lieu est justement le sens même des expressions et des tournures de langage qui interviennent continuellement dans le débat et dont l'usage pourrait très bien résulter lui-même de confusions linguistiques et conceptuelles tout à fait typiques. » Donc il dit en gros, quand vous essayez de saisir un concept qui correspond à un mot d'usage fréquent, le concept de temps, de vide, de matière, d'espace, etc., la première chose à faire, c'est ce qui vient d'être dit là, c'est de s'interroger sur les expressions et les tournures de langage que nous utilisons pour vérifier qu'à notre insu, qu'elles ne transportent pas des a priori qui sont leur propriété, mais qui ne sont pas la propriété de ce pourquoi elles servent de métaphore. Par exemple, quand on dit que le temps est un fleuve, eh bien on va repérer des propriétés du fleuve qu'on va immédiatement affecter au temps, alors que peut-être elles ne sont pas celles du temps. Autrement dit, à partir du moment où vous employez des métaphores, vous allez transporter ce qu'on pourrait appeler des a priori clandestins, qui vont ensuite contaminer la notion que vous avez voulu métaphoriser. C'est ce que j'avais essayé d'expliquer la dernière fois en parlant d'effeuillage du temps, mais bon, Wittgenstein le dit un peu autrement. 4e citation. Le point important est que, avant d'être personnifié dans la mythologie et dans la poésie, le temps a d'abord été substantivé par le langage, et en particulier par le dictionnaire, et il n'en a pas fallu plus pour donner naissance à une mythologie qui n'a pas grand-chose à voir avec l'imagination et la poésie, et que Wittgenstein considère comme caractéristique de l'approche philosophique du problème. La mythologie, dit-il, commence lorsque, partant d'un énoncé, un énoncé comme par exemple les choses passent ou se passent dans le temps, on en arrive à considérer que le temps lui-même est une chose qui passe. C'est exactement ce que j'avais dit. C'est pas parce que les choses passent que le temps passe, puisque précisément on doit nommer temps ce qui fait que les choses passent. Et comme les choses ne cessent jamais de passer, eh bien il faut considérer que le temps qui les fait passer, lui, ne passe pas. Bon, on pourrait multiplier, mais je vais arriver tout de suite à la conclusion du livre.
Ah oui, il rappelle aussi une phrase qui, personnellement, que je connaissais depuis très longtemps et qui m'avait complètement bouleversé. C'était, enfin, je m'étais dit, tiens, là, il y a vraiment un vertige qui naît du seul fait qu'on pose la question. Wittgenstein pose une question toute bête. Il dit, où va le présent quand il devient passé? Quel est le lieu du passé, si vous voulez? Et où est le passé? Bon, c'est symétrique, hein. Vous pouvez poser exactement la même question à propos de l'avenir. Vous demandez, où est l'avenir? Est-ce qu'il est déjà là et nous allons à sa rencontre? Ou est-ce que c'est chaque instant qui recrée le monde jusqu'à fabriquer ce qui un jour sera l'avenir? Est-ce qu'on va vers l'avenir ou est-ce que c'est lui qui vient vers nous? Vous voyez que c'est des questions qui semblent toutes bêtes, mais qui nous plongent toujours dans des abîmes de vertige métaphysique. Et enfin, conclusion, à propos, là il revient sur la métaphore du fleuve, il dit une analogie s'est emparée de notre pensée, la métaphore du fleuve toujours, et l'emporte irrésistiblement avec elle. Hein, dès qu'on a utilisé une métaphore, on est piégé. On ne peut plus s'en débarrasser. C'est comme les rumeurs finalement. Et enfin, dernière phrase qui cette fois est de Bouvresse et qui est la conclusion générale de cet essai. Il dit, comme dans le cas de tous les phénomènes qui nous semblent philosophiquement déconcertants, l'étonnement et la perplexité à propos du temps nous viennent non pas quand nous considérons le temps, mais quand nous croyons être en train de le considérer lui-même, alors que ce que nous considérons est en réalité ce que nous disons de lui. D'accord? Faut que je répète ou c'est une phrase longue? Faut que je répète? Je vous promets, c'est une phrase ultra puissante. J'aurais aimé en être l'auteur. Bon. Voilà, il dit, l'étonnement et la perplexité nous viennent non pas quand nous considérons le temps, mais quand nous croyons être en train de le considérer lui-même, alors que ce que nous considérons est en réalité ce que nous disons de lui. C'est un peu la thèse que je défendais au départ, c'est-à-dire qu'il y a des tas de problèmes qui viennent non pas du temps, mais de notre façon de parler du temps. Hein? Comment unifier, par exemple, le sens du mot temps quand vous le prenez dans la phrase « le temps me manque »,« je n'ai pas le temps »,« le temps me pèse », etc. etc. Est-ce que c'est de la même chose qu'on parle? Le temps est venu de, etc. Vous voyez que cette critique du langage est absolument nécessaire et on aboutit, si on ne la fait pas, à des discussions dans lesquelles plus personne ne sait de quoi il parle et de quoi il est question. Alors, maintenant j'en viens à la première séance proprement dite, pour entrer un peu plus dans la physique et cette fois vous parler un petit peu de relativité restreinte. Marc Lachaiseray vous parlera plutôt de relativité générale et vous parler de ce fameux article qu'a écrit Einstein en septembre 1905, le 26 septembre 1905. Vous savez qu'à l'époque, Einstein était employé de 3e classe au bureau fédéral des brevets de Berne. Et il y était depuis 1902. Et on dit toujours dans les livres d'histoire que Einstein, en fait, il faisait ça pour des raisons alimentaires. Il voulait se marier à Milena, il avait des soucis d'argent, etc. Il faisait ça pour avoir un gagne-pain, si vous voulez. Mais sa préoccupation était tout à fait ailleurs. Il réfléchissait à l'espace et au temps, etc. Bon. Et je crois que cette thèse est fausse. Et je vais essayer de vous le montrer après avoir passé le week-end à lire et relire l'article d'Einstein en question. Vous savez que cette année 1905, c'est une année absolument miraculeuse pour Einstein. Il a écrit 3 papiers, en fait 4. Il y en a un qui était un ajout au 3e, dans lequel il écrit E égale MC2. Hein. L'article de septembre sur la relativité, il n'y a pas l'espace-temps dedans, il n'y a pas E égale MC2. Et c'est un peu plus tard qu'il a écrit 3 pages qu'il a envoyées à l'éditeur pour lui dire « Ah, j'ai oublié de vous dire, en fait, E égale MC2 ». Et c'était une conséquence de la relativité. Donc en gros, ça fait 4 articles. Et ces 4 articles, enfin 3 en fait, ont chacun dans son domaine révolutionné la physique. Donc c'était une bonne année. Et d'ailleurs, vous savez que l'année 2005 va être l'année mondiale de la physique pour commémorer ces 3 papiers d'Einstein. Le premier papier, je les prends par ordre chronologique, c'était sur le mouvement brownien. Vous savez, il a essayé de montrer quel type de mouvement ont des petites particules, des grains de pollen par exemple, qu'on verse sur une tasse de thé très chaud. C'est un mouvement qui semble aléatoire et Einstein a montré que si on suppose que la structure de l'eau est moléculaire, alors ce sont les chocs des molécules
sur les grains de pollen qui vont provoquer ces mouvements erratiques. Et donc, si les calculs qu'il fait en prenant l'hypothèse moléculaire correspondent à des observations, alors on prouvera indirectement que l'hypothèse atomiste ou moléculaire, c'est à peu près la même chose, est justifiée. C'est un article absolument génial, bourré de calculs, que Jean Perrin va prendre au sérieux, et c'est Jean Perrin en 1906 qui va démontrer que ces calculs d'Einstein correspondent à l'expérience et donc établir l'existence de l'atome en 1906. Premier papier, c'est pas rien quand même. Deuxième papier, l'effet photoélectrique. Il montre que de la lumière envoyée sur un métal, le phénomène était connu expérimentalement, mais il l'interprète en expliquant qu'au sein de la lumière, en fait, au moment où la lumière interagit avec la matière, elle peut transférer de l'énergie par quanta. Il prend vraiment au sérieux l'hypothèse de Planck de 1900. Et c'est pour cet article qui, en taille, est tout petit, qu'il aura le prix Nobel en 1922, et non pas pour la relativité. Et puis, il y a un troisième article qui va nous occuper, qui s'appelle Zur Elektrodynamik Bewegter Körper, c'est-à-dire à propos de l'électrodynamique des corps en mouvement. C'est un article qui est donc publié comme les deux autres dans Annalen Physik, qui était une revue très prestigieuse à l'époque, qui était l'équivalent de Nature. Einstein n'avait pas sa thèse à l'époque. Donc quand on dit que les Allemands sont un peu lourdingues, un peu formalistes, etc., ils ont quand même publié 3 articles d'un inconnu qui n'avait pas sa thèse et qui était employé fonctionnaire dans un bureau des brevets. Je ne suis pas sûr que dans Nature aujourd'hui on ferait ça souvent. D'accord ? Ils avaient une certaine ouverture d'esprit. En plus, c'est des articles qui mettaient le feu au lac. Donc, bon, ça c'est une parenthèse. Bon, et c'est cet article de 1905 qui est l'article le plus célèbre du XXe siècle, avec l'article PR qu'il a écrit 30 ans plus tard, puisqu'il allait révolutionner les concepts d'espace et de temps. Pas directement dans le papier, vous savez que c'est Minkowski un peu plus tard qui va faire le travail conceptuel qui convient, mais en gros, l'édifice était sur pied grâce à ce travail d'Einstein. Et alors, on a pris acte de ce que Einstein, toute sa vie, a été un chercheur relativement solitaire, isolé. Il le dit tout le temps, je suis un isolé, je ne peux pas vraiment collaborer, j'aime pas la foule, etc. Et de fait, il n'a jamais travaillé dans un laboratoire, Einstein. Et on prend acte de cette posture qu'il a prise toute sa vie pour le figer dans justement la posture d'un philosophe scientifique solitaire, c'est-à-dire un type qui, sans prêter aucune attention au bruit qui régnait autour de lui, repensait les fondements de la physique. Il avait une sorte de mépris pour toutes les activités qui l'entouraient, et son seul intérêt consistait à vouloir repenser les fondements de la physique. Bref, on le présente toujours comme un type complètement déconnecté du monde extérieur, seulement intéressé par les questions théoriques, voire métaphysiques, et peu soucieux d'envisager les éventuelles applications de ses idées. Mais je pense que peu de gens ont lu l'article d'Einstein. Vraiment, on ne le lit plus aujourd'hui. Et il faut le relire, il faut regarder les choses de plus près. Et puis aussi regarder quels étaient les brevets qu'il avait à examiner dans le bureau des brevets de Berne. Et quand on regarde les sujets qu'il a eu à traiter entre 1902 et 1905, on s'aperçoit que les brevets dont il avait la charge, il était responsable des brevets électromagnétiques. C'était écrit dans son contrat. Eh bien, ces brevets parlaient de synchronisation d'horloge, tiens donc, de temps simultané, de coordination de chemin de fer. Vous savez qu'à l'époque, toutes les horloges de toutes les villes d'un pays donné n'étaient pas synchronisées. L'heure n'était pas unifiée, pas dans tous les pays. C'était le cas en Allemagne, un peu en Suisse, là en France aussi, mais ce n'était pas le cas en Angleterre, par exemple. D'où la question que je voudrais rapidement discuter, et peut-être même trancher. La question que je pose est la suivante. L'article fondateur de la physique du XXe siècle, loin d'être un sommet de la pensée spéculative, n'avait-elle pas plutôt un goût de brevet ? Et la thèse que j'essaie de défendre, c'est que cet article-là, en fait, c'est un brevet. Alors, si la réponse à la question est positive, et je viens d'indiquer qu'elle le serait sûrement, alors il faudra prendre acte qu'il n'y a pas une différence très nette entre physique fondamentale et physique appliquée. Bon, alors déjà quand vous lisez l'article, vous voyez que
dans sa forme, dès les premières lignes, il n'est pas, normal. Il n'est pas comme les articles habituels. Il n'est notamment pas du tout comme les 2 premiers articles qu'il a écrits en 1905. Il n'est pas du tout académique. Les mathématiques utilisées sont extrêmement simples. Un étudiant, un lycéen de terminale peut comprendre l'article d'Einstein. Celui-là, en tout cas. Il n'y a pas de note en bas de page. Il n'y a pas de référence à aucun autre article de physique, ni à aucune expérience scientifique. Einstein n'utilise que des expériences de pensée. Il sent même faire du badinage autour de processus physiques très simples. Par exemple, dès la 2e page, vous tombez sur cette phrase à propos de la notion de simultanéité. Einstein pose des questions qui semblent complètement naïves. Il dit « Que signifie la phrase « tel train arrive ici à 7 heures » Bon, et bien il répond, il dit « Ça signifie que le passage de la petite aiguille de ma montre » il dit « ma montre », vous voyez un article de physique dans lequel il dit « ma montre », vous en avez vu beaucoup. Elle signifie que le passage de la petite aiguille de ma montre sur le chiffre 7 et l'arrivée du train sont des événements simultanés. Le train arrive à 7 heures, ça veut dire il y a conjonction dans l'espace de 2 phénomènes simultanés. Bon. Vous imaginez la tête des types, des chers collègues de l'époque qui voient cet article, ils ont dû se dire ce jeune homme ne manque pas de culot, quoi. Il veut nous apprendre ce que veut dire il est 7 heures. Ils ont dû penser que le référé du canard avait pété les plombs et qu'ils acceptaient n'importe quel papier bourré de naïveté, quoi. En fait, ce n'était pas des questions naïves du tout. Parce qu'Einstein, il avait lu Poincaré. Vous savez, ce fameux livre de Poincaré qui s'appelle La science et l'hypothèse, que j'ai relu du coup. Enfin, j'ai relu les chapitres qui étaient importants. Et Einstein avait passé 6 mois. Vous savez, pour gagner un peu plus d'argent, il donnait des cours particuliers à 2 types qui se réunissaient dans une chambre et ils ont passé 6 mois à étudier le livre de Poincaré. Et quand vous lisez une certaine page, la page 137 du livre de Poincaré, enfin dans mon édition, et ben, Poincaré écrit en toutes lettres. L'espace ne peut pas être absolu, le temps ne peut pas être absolu, la notion de simultanéité n'a aucun sens quand elle est à distance, etc. Donc il avait tout dit. Simplement, il continue en disant « Provisoirement, nous allons continuer à considérer que l'espace et le temps sont des absolus. » Autrement dit, ce que Poincaré n'a pas fait et qu'Einstein va faire, c'est simplement de tuer l'éther qui était censé porter la propagation des ondes électromagnétiques. Mais en fait, moi, quand j'ai lu ça, j'avais l'impression de lire Einstein. Et d'ailleurs, là, Einstein est coupable de ne pas avoir cité Poincaré. Parce qu'il n'a pas de citation à la fin, il n'a pas de référence, mais au moins, il aurait pu citer Poincaré. Parce que quand même... Bon, enfin bref. Et alors, il avait compris, parce que Poincaré l'avait compris avant lui, que la notion de simultanéité, en fait, pose d'énormes problèmes. En fait, seule la simultanéité de 2 événements concomitants conserve un sens physique. Autrement dit, pour qu'on puisse parler de simultanéité, il faut qu'il y ait un choc dans l'espace-temps, une rencontre si vous voulez. Ainsi, en sortant d'ici, vous vous heurtez à votre cousine au coin de la rue, eh bien vous saurez, elle comme vous, que cela s'est produit au même instant et au même lieu. Donc vous direz que cette rencontre, ce choc, a correspondu à 2 événements simultanés. Elle pourra le dire et vous pourrez le dire. D'accord ? Mais c'est un tout autre problème de parler de simultanéité à distance. À distance. Il n'y a plus de choc dans l'espace. C'est à distance que moi qui suis à Marseille, je dois pouvoir dire qu'un train est arrivé à 7 heures à Paris. Qu'est-ce qui me permet de le dire ? Comment, étant à distance d'un événement, je puis affirmer qu'il s'est passé à 7 heures. Eh bien, en fait, ce que remarque Poincaré, c'est que pour parler de simultanéité à distance, il faut qu'un signal aille porter l'information d'un lieu à un autre, avec une certaine vitesse. Comment définir cette vitesse ? Comment la mesurer ? Eh bien, avec des horloges. Du coup, la notion de simultanéité qui était évidente dans le cas de la concomitance ne l'est plus du tout dans le cas d'événements à distance, parce qu'il va falloir mettre en scène une sorte de méthode pour pouvoir asseoir cette simultanéité sur des conceptions liées à des mesures faites par des horloges.
Hein. Ça, c'est une idée très étonnante parce que moi, je pense que la notion de simultanéité, si vous voulez, c'est un a priori métaphysique encore plus fort que la notion de temps. Et d'ailleurs, euh, dans la vie de tous les jours, nous croyons pouvoir dire sans aucune ambiguïté que deux événements, qu'ils se passent l'un à Paris, l'autre à Marseille, l'un dans un TGV, l'autre sur la Lune, sont ou ne sont pas simultanés. Quand vous êtes dans un schéma newtonien, la simultanéité ne pose aucun problème puisque le temps est universel et absolu. C'est-à-dire, quel que soit le mouvement relatif, il est le même partout. Il est le même sur la Lune, dans un TGV, dans le Concorde, dans une navette, etc. Donc c'est une notion qui est pas du tout problématique. Et pourtant, dans la deuxième page de son papier, Einstein pose la question, une question bête, une question qui est tellement basique qu'on pourrait dire qu'elle se situe en dessous de la perception consciente des physiciens. C'est-à-dire c'est une question qu'un physicien ne se pose pas. Elle est en dessous de sa perception consciente. Mais Einstein, lui, il aimait poser des questions d'enfants, comme il disait. Bon. Je suis même pas sûr que les enfants, enfin, j'en ai pas beaucoup entendu donc bon, ça, on va pas faire un cours sur l'enfance. Mais la question que se pose Einstein, c'est quel sens cela a-t-il de déclarer simultané deux événements distants? Qu'est-ce que cela signifie pour un observateur éloigné de savoir qu'un train atteint une certaine gare à 7 heures? D'une façon générale, dit-il, la simultanéité, qu'est-ce que cela veut dire? En général. Et ensuite il dit, mais au fait, cette notion de simultanéité, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Et donc il se propose de suivre le programme suivant. Que se passerait-il pour la physique si nous acceptions de nous passer de l'idée de simultanéité? Alors je l'ai dit tout à l'heure, fin 19e, les heures des villes n'étaient pas toutes synchronisées. L'heure de Londres retardait de 4 minutes par rapport à celle de Reading et elle avançait de 14 minutes par rapport à celle de Bridgewater. Donc vous voyez, quand il y avait des heures, ce n'était pas des nombres entiers d'heures, c'était des décalages horaires de quelques minutes, etc. L'exemple le plus intéressant, c'est Genève. Sur l'île de Genève, il y avait une grande tour avec 3 horloges. Et quand, par exemple, l'horloge centrale indiquait l'heure moyenne à Genève, par exemple 10h13, l'horloge de gauche, qui était plus petite, donnait l'heure de Paris, qui était calculée à partir de l'horaire du train Paris-Lyon-Méditerranée. Donc c'est les trains qui faisaient qu'on passait d'une heure à l'autre. Et donc quand il était 10h13 en moyenne à Genève, il était 9h58 à Paris. Et celle de droite, elle affichait l'heure de la capitale, de Berne, qui avait 5 bonnes minutes d'avance. Il était 10h08 à Berne quand il était 10h13 à Genève. Ouais, aujourd'hui où on parle de temps réel, ça devait être marrant. Bon. Donc, les gens se rendaient bien compte qu'il fallait standardiser les horloges. Mais alors les compagnies de chemin de fer le faisaient ligne par ligne et chacune définissait son heure qui pour elle était la plus appropriée. Donc c'était plutôt générateur de confusion que d'harmonisation. Et de ce point de vue, l'Allemagne était très en avance sur les autres pays européens, car en 1891, il y a un comte qui s'appelait von Moltke qui avait fait un grand discours devant le Parlement impérial en disant que la coordination de l'heure devenait un problème vital pour l'Allemagne. Parce que l'Allemagne venait de s'unifier, comme vous savez, Bismarck et tout ça. Donc il fallait montrer que l'unité politique de l'Allemagne pouvait se décliner par une unité des horloges. Donc elle avait besoin symboliquement de cette coordination de l'heure, mais elle en avait aussi besoin pour ses voyageurs et pour sa défense militaire. C'est très important les considérations militaires dans ces affaires. Et à cette époque, l'Allemagne était aux prises avec un joyeux mélange de systèmes mécaniques et électriques dont aucun ne donnait vraiment satisfaction pour synchroniser différentes horloges à partir d'une horloge maîtresse. Il y avait une horloge maîtresse dont on disait celle-là c'est le vrai temps qu'elle indique, et il fallait ensuite transférer cette information à toutes les autres horloges de la ville ou du pays. Il fallait des systèmes donc, qui étaient soit mécaniques soit électriques, et ça marchait pas très bien. Mais à partir du moment où ce gars a dit que c'était un programme vital pour l'Allemagne, il y a des tas de gens qui ont réfléchi à la question, et ça a engendré une foule de brevets qui ont été déposés un peu partout, notamment à Berne, on y reviendra, qui ont concerné
les relais et les amplificateurs de signal, les générateurs basse tension, les récepteurs électromagnétiques, les interrupteurs à contact, il y en a des milliers. Et certains étaient très bons. Du coup, il y a eu des progrès. Et dès 1892, le réseau urbain d'horloges de Berne, où travaillait Einstein, a été inauguré. C'est-à-dire qu'à Berne, il y avait une seule horloge maîtresse qui déterminait les heures indiquées par toutes les autres horloges de la ville. C'est ce qu'on appelait un réseau urbain d'horloges. Et puis à Berlin, il y avait un professeur célèbre à l'époque qui s'appelait Förster parce qu'il était directeur de l'Observatoire de Berlin. Évidemment, l'horloge maîtresse, elle était calée sur des observations astronomiques. D'accord. Donc c'était le directeur de l'Observatoire de Berlin qui gérait l'horloge maîtresse. Et ce type-là avait déclaré avec dédain qu'une horloge urbaine qui ne pouvait garantir l'heure à la minute près était, je cite, une machine qui méprisait franchement les gens. D'accord. Vous voyez que dès la fin du XIXe siècle, il y avait cette idée qu'on ne rigole pas avec le temps, quoi. Et qu'on doit indiquer l'heure exacte partout avec la plus grande précision possible. Et le point vraiment important pour terminer rapidement sur cette question, c'est que tous ces brevets, in fine, devaient passer par l'Office fédéral des brevets de Berne, où travaille Einstein. D'accord. Et en fait, Einstein, ce n'est pas du tout un glandeur, c'est-à-dire qu'il faisait le travail qu'on lui demandait, et ces brevets, il les examinait à la loupe. Il les décortiquait absolument. Vous savez qu'à l'époque, la façon dont on rédigeait les brevets, c'était pas très canonique. Ça venait de partout, les gens avaient plus ou moins de formation physique, les mots n'étaient pas les mêmes, le langage n'était pas unifié, etc. Donc, il y avait un gros travail de décortiquer, puis il y avait beaucoup de brevets farfelus aussi. Et donc, il fallait trouver quel était le principe fondamental qui était utilisé dans ce brevet pour telle ou telle application. Et ça, c'était le travail d'Einstein. Et donc, il s'est rendu compte en 1904 qu'il y avait un truc qui n'allait pas dans l'interprétation traditionnelle de l'électromagnétisme. Et il s'en est rendu compte parce qu'il examinait des brevets. Et ce point qui faisait problème, il apparaît quand on essaie de décrire l'interaction électromagnétique qui existe entre un conducteur, c'est un fil électrique dans lequel passe du courant, et un aimant. Einstein remarque que dans l'interprétation traditionnelle, on ne traite pas le problème de la même manière lorsque l'aimant est en mouvement par rapport à l'éther ou lorsque le conducteur est en mouvement dans l'éther. C'est-à-dire le conducteur et l'aimant n'ont pas le même statut. Je vous rappelle que l'éther, c'était ce milieu absolument immobile dans lequel se propagent les ondes électromagnétiques, la lumière, et qui vibre au passage de la lumière. Les gens disaient, c'est un phénomène ondulatoire, la lumière, donc ça doit faire vibrer quelque chose à son passage, de même qu'une vague fait vibrer la flotte. Et ce milieu qui vibre, on l'appelle l'éther. Bon. Et Einstein remarque que c'est bizarre. Et il constate donc qu'il y a une sorte d'asymétrie qui n'est pas normale. Pour quelqu'un qui aime les équations élégantes, cette asymétrie n'est pas normale. On fait appel à une force électrique si l'aimant est en mouvement et à une force magnétique si c'est le conducteur qui se déplace. C'est pas normal, c'est pas propre, c'est pas unifié. D'accord ? Et Einstein remarque que si on croit à l'éther absolument immobile, alors on viole le principe de relativité de Galilée. Vous savez ce que c'est Galilée, hein ? Le principe de relativité, c'est que quand vous êtes en mouvement rectiligne uniforme, par exemple dans un bateau qui vogue à vitesse constante, vous êtes dans la cale, vous ne pouvez faire aucune expérience de physique qui vous permette de savoir si vous êtes en mouvement ou dans le port. Autrement dit que la physique est invariante par changement de référentiel. Ok ? Mais du coup, plus rien n'est absolument immobile. Si le principe de relativité est vrai, le bateau est en mouvement par rapport au port, le port est en mouvement par rapport au centre de la Terre, le centre de la Terre est en mouvement par rapport au Soleil, le Soleil est en mouvement par rapport à la galaxie, bref, tout est en mouvement par rapport à quelque chose et il n'existe pas d'objet ou d'entité dont on puisse dire qu'elle est absolument immobile. Et pourtant, c'est ce qu'on dit de l'éther. Donc, l'existence même de l'éther viole le principe de relativité. D'accord ? Et vous connaissez la suite. Alors, tout ça, c'est dit dans l'article d'Einstein. Enfin, surtout cette histoire d'asymétrie magnétique électrique.
il ne parle pas trop du principe de relativité de Galilée dans l'article, mais la suite, c'est quelque chose d'assez simple. Einstein réfléchit sur la façon de symétriser l'interprétation des équations de Maxwell, de façon à rendre cette interprétation plus simple et plus élégante. Il postule que l'électricité et le magnétisme correspondent au mouvement de masse électrique vrai, c'est-à-dire qu'un électron, c'est un vrai truc, une charge électrique, c'est un vrai truc dont la réalité existe même quand on est dans le vide. Donc ce n'est pas quelque chose qui est lié à un substrat. L'électron, les charges électriques, elles existent vraiment. Elles ne dépendent pas d'un milieu. Elles ont une ontologie qui leur est propre. Et du coup, c'est sa grande phrase, il proclame la mort de l'éther. Donc il proclame la mort de l'éther. Et vous savez qu'un peu plus tard, Minkowski, dont je parlais tout à l'heure, va en tirer les conséquences cinématiques. Et la conséquence, c'est que l'espace, le temps et la simultanéité cessent d'être des absolus. Donc la notion de simultanéité à distance, vous pouvez la définir, mais elle est relative au référentiel depuis laquelle vous la définissez. Elle n'est pas absolue, elle n'est pas vraie pour tout le monde. Par exemple, si vous allumez d'ici 2 ampoules en même temps, parce que vous avez un interrupteur unique avec 2 fils qui vont rejoindre 2 lampes qui sont à égale distance de moi, j'appuie sur le bouton, les 2 lampes vont s'allumer en même temps. Ce sont 2 événements distants qui, pour moi, seront simultanés. Donc, dans mon référentiel, je peux tout à fait définir des événements simultanés. Par contre, quelqu'un qui traverserait la pièce à grande vitesse, il verrait d'abord cette lampe-là s'allumer, s'il vient d'ici, de la gauche, et puis ensuite celle-là. Donc, ce qui était simultané pour moi ne le sera pas pour lui. Donc, on a perdu la simultanéité, en tout cas son caractère absolu. D'accord ? C'est une notion un peu délicate, parce que vous voyez que là, j'ai supposé que j'allumais mes 2 lampes parce que j'actionne un bouton qui est la cause commune à l'allumage des 2 lampes. J'exerce une cause, j'appuie sur un bouton, et c'est cette cause qui va enclencher 2 phénomènes distincts, mais qui sont reliés à la même cause. D'accord ? Maintenant, imaginez que ce ne soit pas moi qui allume les lampes, mais le fait que la première s'allume, qui va enclencher, par un mécanisme qu'on n'a pas à détailler, l'allumage de la deuxième. Il y a d'abord celle-ci qui s'allume, le fait qu'elle soit allumée engendre un signal qui va allumer l'autre. Okay ? Ce n'est pas simultané pour moi, d'accord ? Et ça n'est simultané pour personne. D'accord ? C'est-à-dire que celle-ci va s'allumer après celle-là, et n'importe quel observateur en translation, à n'importe quelle vitesse, etc., dans n'importe quel sens, il verra celle-là s'allumer avant celle-là. D'accord ? Autrement dit, à partir du moment où il y a de la causalité qui se propage, eh bien l'ordre des phénomènes devient absolu. D'accord ? Vous ne pouvez pas changer l'ordre. Vous vous souvenez que dans l'exemple d'avant, quand c'était moi qui allumais, pour moi c'était simultané. Pour le gars qui vient de la gauche, c'est d'abord celle-là, puis celle-là. Et pour celui qui vient de la droite, c'est d'abord celle-là, puis celle-là. Donc on a l'impression qu'il n'y a pas d'ordre. Non, il n'y a pas d'ordre, et c'est pas grave. Parce qu'il n'y a pas de causalité en acte là-dedans. Ce n'est pas l'allumage de la première qui a enclenché l'allumage de la seconde. D'accord ? Vous voyez que c'est assez subtil. S'il y a de la causalité en action, alors l'ordre des phénomènes est absolu. S'il n'y a pas de causalité, on s'en fout, ça peut être n'importe quoi. L'ordre des événements n'a pas de sens. Ils ne sont pas causalement reliés. L'un est à l'extérieur du cône de lumière de l'autre, pour parler le jargon de la relativité. Bon, alors tout ça pour dire que, avant de reparler de causalité en physique, qui va être l'essentiel de mon cours aujourd'hui, je voudrais conclure cette histoire des brevets. La première remarque que je voudrais faire en guise de conclusion là-dessus, c'est que on se trompe peut-être dans notre façon de parler d'Einstein. C'est-à-dire, au lieu de le voir comme un pur scientifique, philosophe solitaire, qui n'allait au bureau des brevets de Berne que pour y gagner sa vie, eh bien, il faut peut-être le considérer comme un scientifique fonctionnaire des brevets, dont les préoccupations métaphysiques se réfractaient dans les mécanismes les plus symboliques de son époque. Alors, évidemment, je l'ai dit au départ, Einstein se demandait ce que signifie pour un train d'arriver à 7 heures, et ce que cela implique en termes de simultanéité à distance. J'ai dit que c'était une question bête, basique, etc. Mais en réalité, il n'était pas le seul à se poser cette question. C'est-à-dire que
la détermination des heures d'arrivée des trains par l'utilisation d'horloges électromagnétiquement synchronisées, c'était précisément la question technique qui, à l'époque, tourmentait toute l'Europe. Et donc, il était préoccupé, il était dans le bain de cette question, si vous voulez. Dans la Suisse des années 1902-1905, la coordination des horloges, ce n'était pas du tout un sujet métaphysique, ésotérique, abscon. C'était un sujet qu'il fallait traiter absolument. Elle était au centre des préoccupations de l'industrie horlogère qui avait besoin d'étalons fiables, de l'armée, je l'ai dit, des compagnies ferroviaires, je l'ai dit également, en même temps qu'elle était le symbole d'un monde moderne en train de s'interconnecter à grande vitesse. C'est pour la première fois dans l'histoire, les gens pouvaient aller rapidement d'une ville à l'autre. Il fallait unifier tout ça. Et donc, le bureau des brevets, loin d'être une planque dans laquelle Einstein réfléchissait à la relativité, c'était en fait un fauteuil de première classe pour observer la grande parade des technologies. Et c'est grâce à l'examen minutieux qu'il a fait de certains brevets qu'il a compris qu'il y avait un problème avec les équations de Maxwell. Alors je ne veux pas dire ce qui se serait passé s'il n'avait pas été au bureau des brevets, mais peut-être qu'il n'aurait pas perçu cette anomalie. Bon, la deuxième remarque concerne le bilan de l'opération. Parce qu'on peut dire que Einstein, il a à la fois réalisé et anéanti le rêve du baron machin, là. Il l'a rendu possible d'abord parce qu'il a permis l'unification technique et politique que souhaitait ce fameux monsieur. On a compris comment on pouvait transmettre de la simultanéité par un signal électromagnétique au prix de la mort de l'éther. Mais dans l'opération, il a détruit l'idée qu'il puisse y avoir une horloge maître. Parce que le baron machin, là, j'arrive jamais à retenir son nom, ce qu'il voulait, c'est que Berlin soit ce qu'il appelait le Zeitzentrum. C'est-à-dire que l'heure de Berlin soit l'heure du monde. Il y a une horloge maîtresse qui va ensuite être utilisée partout, sinon en Allemagne, du moins, enfin, sinon en Europe, pardon, du moins en Allemagne. D'accord ? Eh bien, problème. Justement, à cause de la théorie de la relativité d'Einstein, il n'y a plus de primere normal Uhr, comme il disait. C'est-à-dire, il n'y a plus d'horloge maîtresse. Le temps n'a plus de centre. Car après avoir défini la synchronisation de l'heure par l'échange de signaux électromagnétiques, vous savez qu'Einstein, je l'ai dit tout à l'heure, a proposé une interprétation des équations de Maxwell sans du tout faire référence à l'idée d'un éther absolument immobile. Au bout du compte, l'asymétrie dont je parlais tout à l'heure disparaît, ce qui permet de récupérer sous une forme qu'il faudra remanier le principe de relativité malmené par l'éther. C'est-à-dire qu'Einstein n'invente pas la relativité, c'est Galilée qui l'a inventée. Simplement, il oblige à la reformuler. Et à la reformuler en tenant compte du fait que la vitesse de la lumière est un absolu. C'est-à-dire que, quelle que soit la vitesse de la source qui émet de la lumière, par rapport à moi, la vitesse que je mesurais pour la lumière sera toujours la même. D'accord ? Alors qu'avant, on pensait qu'un type qui marche sur un tapis roulant avec une lampe électrique, mais il envoie des photons pour quelqu'un qui n'est pas sur le tapis roulant à une vitesse égale à C, vitesse de la lumière, plus V, la vitesse du tapis roulant. D'accord ? Eh bien non. Quelqu'un qui voit passer quelqu'un qui a une lampe électrique verra les photons partir de cette lampe électrique à la vitesse C, comme le voit celui qui porte la lampe électrique. Autrement dit, quand vous utilisez l'équation de la relativité galiléenne, vous devriez écrire que C est égal à V plus C, ce qui ne veut rien dire. D'accord ? Et donc Einstein va proposer une nouvelle loi d'addition des vitesses, de telle sorte que si l'une des deux vitesses qu'on ajoute, c'est C, alors le résultat, c'est encore C. L'autre vitesse ne compte pas. D'accord ? Et ça porte en germe l'impossibilité de dépasser la vitesse de la lumière pour un signal. D'accord ? Parce que sinon, on pourrait la dépasser. Il suffirait d'animer la source qui émet la lumière, et puis un observateur, il verrait la vitesse de la lumière dépassée par la lumière. D'accord ? À partir du moment où vous faites de la vitesse de la lumière, non pas une constante, comme on le dit trop souvent. Les gens savaient bien depuis très longtemps que la vitesse de la lumière était finie et constante. On l'avait mesurée, on la connaissait. On savait que la vitesse n'était pas infinie dans sa propagation. Là, ce qui est important, c'est le mot invariant. Elle est invariante par changement de référentiel. C'est-à-dire que
tout le monde va voir la même vitesse. D'accord ? Et comme vous savez, la physique classique ne se remettra jamais de ce principe. Troisième conclusion, elle est plutôt générale. Vous savez que depuis une trentaine d'années, et je fais cette remarque ici parce qu'on est à la Cité des Sciences qui s'occupe des relations entre la science et la société notamment. Vous savez que depuis 30 ans, il y a beaucoup d'épistémologues, de philosophes, de sociologues qui se demandent dans quelle mesure il faut considérer que les inventions et les découvertes scientifiques sont portées par le contexte social qui les entoure. Donc la question qu'ils posent, c'est est-ce que les découvertes et les inventions sont le produit d'une germination collective, presque culturelle si vous voulez, ou bien est-ce qu'elles sont la conséquence d'un fiat lux génial émanant d'un seul individu? Question peut-être insoluble, hein, mais en gros, qu'est-ce qui dans l'environnement de l'époque a prédisposé à l'élaboration de la théorie de la relativité? Est-ce que c'est le génie d'Einstein ou est-ce que c'est l'époque? C'est peut-être l'époque, puisque Poincaré avait les mêmes idées, mais il n'a pas été jusqu'à la mort de l'éther. Donc il a fallu du contexte, des problèmes que je viens d'évoquer, puis aussi le génie d'Einstein qui a osé flinguer l'éther. Il est quand même le premier à avoir fait ça. Et surtout à avoir osé. Parce que ça revenait à dire que finalement les ondes électromagnétiques se propagent dans le vide. C'est un truc hallucinant. Hein. Les ondes sonores se propagent dans l'air. Ça veut dire que si je fais le vide sous une cloche et que je fais teinter une cloche à l'intérieur de... Enfin non, une cloche. Je prends il y a deux cloches dans l'affaire, ça va pas. Donc je fais le vide dans une boîte. Dans la boîte, je mets une cloche. Si je la fais teinter, j'entends rien. D'accord ? Parce que c'est l'air qui propage le son. Et cette idée, c'est une idée naturelle pour un physicien du 19e. Vibrer, c'est faire vibrer quelque chose. Et là, on doit admettre que la lumière, même quand elle est dans le vide, elle se balade. Alors que les gens pensaient que si on retire l'éther, la lumière s'éteint comme s'éteint le son dans le vide obtenu en évacuant l'air d'une enceinte. Hein, donc il a osé imaginer un truc qui se propage dans le vide. Et on s'est habitué au truc parce qu'on l'entend dire partout, mais pensez à ce que ça signifie. Une onde se propage, vous avez un champ électromagnétique qui se balade dans le vide. Il est porté par rien, il se balade tout seul. C'est conceptuellement très difficile à imaginer. Bon, donc selon ces courants philosophiques ou sociologiques que j'ai évoqués, il faudrait en fait choisir entre des explications qu'on pourrait appeler ascendantes, bottom-up comme ils disent, ou bien des explications descendantes, top-down. Ceux qui sont marxistes choisissent les explications descendantes, c'est la structure, le milieu qui détermine les comportements individuels. Ceux qui sont plutôt pas marxistes pensent que c'est le génie individuel qui... Et bien moi je crois que, en fait, il est important de ne surtout pas choisir. Parce qu'en fait, si vous reprenez cet exemple de la relativité du papier d'Einstein que j'ai essayé de traiter un peu trop rapidement, eh bien, si vous regardez en bas, c'est-à-dire ce qui se passe au niveau des laboratoires, du bureau des brevets, ce que vous voyez, c'est des réseaux d'horloges régulés électromagnétiquement, mais en voyant ces horloges, vous pouvez deviner ce qui se passe en haut, au niveau social, au niveau culturel, au niveau politique. Vous devinez qu'il y a une certaine image de l'Empire allemand qui porte ce genre de recherche. Vous devinez les préoccupations métaphysiques du moment, l'unification de l'heure, etc. Qu'est-ce que c'est que l'espace? Qu'est-ce que c'est que la simultanéité? Vous sentez aussi la force de la société civile. À partir du moment où ce baron a dit que c'était une priorité nationale, les brevets se sont mis à pleuvoir. Donc la société civile, entre guillemets, s'est mise à bouger, etc. Donc quand vous partez du bas, vous atterrissez, si j'ose dire, en haut. Et réciproquement, si vous regardez le haut, par exemple le questionnement métaphysique concernant la notion de simultanéité à distance, qui avait été déjà proposé par Poincaré, etc., et bien vous voyez aussi le bas, c'est-à-dire des fils électriques, des bobines, des engrenages, des impulsions, des tas de trucs qui traversent le bureau des brevets. D'accord ? Mais alors, si le haut et le bas sont connectés, dans les deux sens, c'est qu'ils ne font qu'un, en fait. Vous ne pouvez pas dire ce qui relève du haut, ce qui relève du bas. En fait, il y a une interconnexion qui fait qu'il n'y a pas à répondre de la question de savoir si une découverte est le fruit d'un génie singulier ou si c'est porté par le contexte. Les deux sont vrais. Et ma conclusion provisoire pour cette présentation, ça sera qu'il faut considérer qu'il y a toujours de la métaphysique dans les machines et aussi de la machinerie dans la métaphysique.
Alors, maintenant, j'en viens. Ça fait 1 heure là. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait la pause ou on avait dit qu'il y aurait une pause au bout d'1 heure, mais on fait un sondage. On fait un vote. Moi, je peux continuer, hein. Moi, je peux continuer sans problème. Donc, ceux qui veulent une pause maintenant lèvent la main. Et ceux qui ne veulent pas de pause lèvent la main. Bon, ceux qui lèvent la main pour la pause peuvent faire une pause et puis les. Bon. Alors, maintenant, j'en viens à la question de la causalité. Et on va essayer de décliner cette causalité tout au long de l'histoire de la physique, c'est-à-dire en partant de Newton jusqu'à, disons, la théorie des supercordes. En 1 heure, on va essayer de faire ça. Bon. Alors, vous vous souvenez tout à l'heure que j'ai dit qu'à partir de Newton, on décrit le temps par un nombre à une seule dimension et continu, c'est-à-dire ce qu'on appelle un nombre réel. Donc, on mesure un instant par un nombre réel qui peut prendre donc n'importe quelle valeur, c'est un nombre entier, une virgule et une infinité de nombres après la virgule. Bon. Ça donne une mesure de l'instant, etc. Et ça veut dire que si vous acceptez l'idée que vous pouvez définir une forme du temps, représenter le temps par une forme, eh bien cette forme sera nécessairement une ligne, c'est-à-dire une courbe à une seule dimension. Vous pouvez vous poser la question de savoir si vous avez le droit de représenter le temps par une ligne. Hein. Ça pose des tas de questions. C'est comment vous faites pour savoir que c'est une ligne? Pour savoir qu'une ligne est une ligne, il faut sortir de la ligne, voir qu'il y a une continuité entre les points et dire ça fait une ligne. Il faut être extérieur à la ligne pour voir que c'est une ligne. Si vous êtes dedans, pas sûr que vous puissiez vous en rendre compte. D'autre part, vous devez dire dans quel espace est tracée cette ligne. Ça, c'est une question d'enfant, par contre. Quand vous dessinez l'axe du temps au lycée, là, vous tracez l'axe du temps, là. Ben, moi, je me souviens, je rendrais mes profs fous en disant, mais quel est l'espace dans lequel on trace cette ligne? Klein, faites chier. Comme ça que ça démarre. Ils parlaient poliment, mais en gros, je les agaçais. Mais c'est une bonne question. Hein. Dans quel espace vous tracez cette ligne? Qu'est-ce qui vous permet de dire qu'elle est continue? D'accord? Bon, par exemple, là, ce serait une incise. Vous voyez que si vous dites que le présent, le passé, l'avenir ont toujours été déjà là, une thèse qu'on peut lire chez Thibaut Damour dans son livre d'entretien avec Jean-Claude Carrière. Il dit ça, il dit qu'en fait, quand on est relativiste au sens de la relativité générale, eh ben on doit concevoir que finalement, le temps, c'est nous, et c'est notre avancée dans l'espace-temps en tant qu'observateur qui fait que nous avons l'impression que le temps passe. Mais en fait, on parcourt un territoire qui est déjà là. Bon, maintenant je trace ma ligne. Et vous posez la question de Wittgenstein de tout à l'heure, où est l'avenir? C'est quoi l'avenir? Il est où? Ben, si vous êtes dans cette conception-là, l'avenir, il est en quelque sorte déjà là. On ne l'a pas encore atteint, mais il est déjà là. C'est-à-dire que cette ligne du temps que j'ai tracée, elle est tracée dans un milieu qui est déjà installé. Si au contraire, vous dites que le temps, à chaque instant qu'il recrée, ou qu'il fait avancer, recrée le monde, c'est-à-dire que le monde se construit pas à pas, en quelque sorte, chaque instant successif va recréer le monde et le faire marcher dans l'avenir, à ce moment-là, l'avenir n'existe pas. Il n'existe pas encore. Donc vous voyez que cette histoire de la ligne, qui est toute bête, eh bien, en fait, elle pose des tas de questions. Le statut de l'avenir dans la ligne, il est pas, la réponse à la question n'est pas dans la topologie de la ligne. Il faut dire dans quel espace vous la tracez pour pouvoir répondre à cette question. Bon, ça, c'est une parenthèse peut-être un peu compliquée, mais à partir du moment où vous acceptez de dire que le temps n'a qu'une dimension, ben vous pouvez vous amuser sur un papier à tracer des courbes à une dimension, dans un plan, donc vous tracez des courbes, et vous verrez assez vite que toutes les courbes que vous tracerez se rangeront dans l'une ou l'autre de 2 catégories seulement. Soit elles se refermeront sur elles-mêmes, soit elles ne se refermeront pas sur elles-mêmes. D'accord? Toute courbe à une dimension est soit fermée, soit pas fermée, soit ouverte. Okay, ça a des conséquences en théorie des supercordes. Ça. Vous savez, les gravitons, c'est des particules qui sont ouvertes alors que toutes les autres sont fermées. Donc, c'est aussi des objets unidimensionnels
un objet unidimensionnel, il est soit fermé, soit ouvert. Bon. Mais une corde qui est ouverte, vous tirez dessus, ça fait une droite. Et topologiquement, c'est équivalent. C'est-à-dire une courbe qui n'est pas fermée, topologiquement, est équivalente à une droite. C'est-à-dire qu'elle va subir des transformations continues qui, topologiquement, ne vont pas changer sa nature. Maintenant, si la courbe que vous avez tracée, qui peut être tordue dans tous les sens, elle est fermée sur elle-même, vous la repliez, enfin vous la poussez un petit peu, continuellement, ça fera un cercle. D'accord ? Donc en fait, à partir du moment où vous dites que le temps n'a qu'une dimension, topologiquement, il est soit linéaire, soit cyclique. Il n'y a pas d'autre alternative. Alors je sais qu'il y a des gens qui m'écrivent en me disant « mais non, on peut faire une spirale ». Bon. C'est-à-dire un mélange de temps cyclique et linéaire. Donc le temps est une spirale. D'accord ? Moi je veux bien, mais une spirale, vous tirez dessus, ça fait une droite. D'accord ? Donc topologiquement, une spirale, c'est une droite. Il y en a d'autres qui me disent « ah oui, mais on peut entremêler un mouvement cyclique et un mouvement linéaire ». C'est le mouvement, par exemple, de la... Comment on appelle ça ? Quand vous faites du vélo, là, sur les vélos, il y a un truc pour la valve de la chambre à air. Quand vous roulez en vélo à vitesse constante, la valve, elle suit le mouvement de la roue, donc elle fait des cercles, mais en même temps, elle avance avec le vélo. Donc elle a un mouvement dans l'espace qui est la combinaison d'un mouvement linéaire à vitesse constante et d'un mouvement cyclique. La question, c'est quand vous combinez un mouvement linéaire et un mouvement cyclique, ça fait quoi comme courbe ? C'est la cycloïde. Bon, c'est le problème que Blaise Pascal avait posé à toute l'Europe en disant « calculez-moi l'équation du mouvement de la valve d'un vélo qui roule à vitesse constante ». Et il recevait des tas de courbes, et toutes les courbes, le plus souvent, au lieu que ce soit la bonne cycloïde qui est comme ça, vous savez, il y avait un point, les gens pensaient qu'il y avait un moment dans l'avancée du vélo où la valve fait marche arrière. Bon, mais non, la valve, elle ne fait jamais marche arrière, et ça fait la cycloïde parfaitement connue, d'accord ? Topologiquement, une cycloïde, c'est quoi ? C'est une droite. D'accord ? Vous tirez dessus, ça fait une droite. Donc ça ne change rien au schmilblick. La combinaison d'un temps cyclique et d'un temps linéaire fait un temps linéaire. D'accord ? Bon, donc, la raison pour laquelle on a choisi un temps linéaire en physique, elle est liée au principe de causalité. Alors là, je vais faire intervenir un argument de physicien. Mais il y a des historiens qui ont des arguments qui sont du genre top-down et qui vous expliquent que si l'Occident, entre guillemets, a choisi un temps linéaire plutôt qu'un temps circulaire, c'est plutôt un héritage du christianisme primitif. L'argument qu'ils avancent, c'est que au Moyen-Âge, parce qu'en gros c'est la période où tout ça se passe, il y a l'idée que l'invocation d'un dessein divin doit conduire finalement au règne de Dieu sur la terre. Et cette idée-là a renforcé l'idée selon laquelle des événements fondateurs d'un temps nouveau peuvent survenir, par opposition à la conception cyclique qui impose un perpétuel recommencement des événements. Donc si vous croyez qu'il y a un avenir différent, eh bien vous devez croire ou supposer que le temps est linéaire. C'est le temps de l'histoire. C'est-à-dire que dans un temps linéaire, peuvent se produire des événements qui n'ont jamais encore eu lieu. Alors que dans un temps cyclique, c'est la rengaine, quoi. Donc si vous croyez à l'histoire, ben vous croyez au temps linéaire. Il n'y a pas d'histoire dans un temps cyclique. Pour qu'un événement soit unique, singulier, le déroulement du temps ne doit pas pouvoir se répéter. Et alors il y a des historiens qui vont un peu plus loin et disent que, de ce point de vue, l'une des différences qu'on peut trouver entre le judaïsme et le christianisme, j'allais dire orthodoxe, mais disons classique, consiste en ce que, pour le judaïsme, le salut est encore à venir, puisque le Messie est toujours attendu, tandis que pour le christianisme, le centre de l'histoire se situe dorénavant dans le passé, dans la mort et la résurrection du Christ. D'accord ? Donc, vous voyez, c'est la même chose, sauf que dans un cas, le point central est à venir, dans l'autre cas, on l'a déjà passé. D'accord ? Bon, je ne suis pas compétent, je vous le cite pour ceux que ça intéresse. Donc il y a peut-être un climat sociologique, religieux, culturel, qui prédisposait les gens à accepter le temps linéaire.
Mais ce n'est pas garanti, parce que dans tous les grands mythes, on en a un peu parlé la dernière fois, c'est le temps circulaire qui prédomine. Donc le caractère magique du cercle qu'on retrouve dans les grands mythes était une force, à mon avis, en faveur du temps cyclique, au moins aussi forte que les deux autres que je viens d'évoquer à propos du temps linéaire. Donc je dirais que le débat me semble, là encore, difficile à trancher, et peut-être qu'il ne faut pas le trancher. Alors maintenant, j'en viens au principe de causalité, qui est l'argument utilisé par les physiciens pour refuser le temps cyclique. Alors, vous savez que dans sa formulation classique, ce principe a été énoncé pour la première fois par Leibniz, qui dit « Rien ne se fait sans raison suffisante, c'est-à-dire que rien n'arrive sans qu'il soit possible à celui qui connaîtrait assez les choses de rendre une raison qui suffise pour déterminer pourquoi il en est ainsi et pas autrement. » C'est-à-dire que tout événement doit avoir une cause. Et en fait, c'est en général comme ça qu'on résume ce principe. On dit tout événement a une cause, tout événement est l'effet d'une cause. Et la cause d'un phénomène est nécessairement antérieure au phénomène lui-même. Ça a été repris par Kant. C'était déjà d'une certaine façon chez Aristote, avec les causes efficientes, les trucs. Bon. Mais c'est surtout, plutôt que d'invoquer les grands philosophes, c'est surtout une vérité de Monsieur Lapalisse. C'est-à-dire, c'est pas la peine de relire la critique de la raison pure pour fonder l'idée de causalité. On vit avec depuis peut-être depuis la nuit des temps, si j'ose dire. C'est-à-dire que c'est un a priori de notre entendement. Nous savons que pour que certaines choses se produisent, il faut qu'au préalable d'autres choses se soient produites. Ce qui est une façon un peu alambiquée de traduire le fait que nous ne croyons pas au voyage dans le temps. D'accord ? C'est-à-dire on ne peut pas rétroagir sur quelque chose qui s'est déjà produit. Alors, vous voyez bien que si vous croyez au principe de causalité, vous devez refuser le temps circulaire. Puisque dans un temps circulaire, j'essaie d'inscrire la causalité, donc vous imaginez une boucle qui est parcourue dans un sens bien défini. Vous avez une cause que j'appelle A, un événement. C'est on m'a planté une aiguille dans la cuisse pour me faire une piqûre, donc. Ça, c'est l'événement A. L'événement B qui advient après, c'est ça me fait mal. D'accord ? Donc, la cause a bien précédé son effet. D'accord ? Mais si je continue, dans le futur de B, je vais revenir dans le passé de A. Ce qui veut dire qu'ayant constaté qu'une piqûre, ça fait mal, je peux empêcher qu'on m'en fasse une. D'accord ? Donc, l'effet de la cause, l'effet B de la cause A, peut empêcher A de se produire. D'accord ? Donc ça viole la causalité. Vous ne pouvez pas inscrire la causalité dans un temps cyclique. D'accord ? Parce que pour qu'il y ait une causalité, il faut qu'il y ait une chronologie obligatoire entre la cause et l'effet. Et dans un temps cyclique, comme on vient de le voir, l'effet peut rétroagir sur la cause. Vous pouvez par exemple aller dans le passé de vos parents et empêcher qu'ils se rencontrent. Or, vous êtes né. Donc comment vous, étant né comme effet d'une cause qui est la rencontre de vos parents, vous pouvez empêcher la rencontre de vos parents. Bon, ça fait du désordre dans les familles, comme je le dis souvent. Et la physique est contre le désordre dans les familles. Donc c'est une des raisons pour lesquelles on refuse le temps cyclique, parce qu'on croit à la causalité. Et c'est aussi une façon de dire, comme je l'indiquais à l'instant, on ne croit pas au voyage dans le temps. Parce qu'un temps cyclique, c'est pas un temps. Un temps cyclique, c'est du non-temps. Pourquoi ? Parce que ce que j'appelle un temps, un vrai temps, c'est un truc qui fait la différence entre le passé et l'avenir. Bon, si c'est pas le service minimum qu'on peut attendre du temps, alors effectivement on peut tout dire. Mais moi je pense que il y a beaucoup de grèves en ce moment, c'est un service minimum auquel le temps ne peut pas déroger. Faire une distinction entre le passé et l'avenir. Mais dans un temps cyclique, aller vers le futur, c'est aller vers le passé. Donc un temps cyclique ne fait pas la différence entre le passé et le futur. Donc c'est un temps dans lequel on voyage dans le temps. Et un temps dans lequel on voyage dans le temps, c'est pas un temps. Enfin, c'est Sinon, vous pouvez tout dire, si vous voulez. Donc voilà, exit le temps cyclique et bienvenue au temps linéaire. Alors, c'est là que les choses deviennent intéressantes. C'est que le principe de causalité que j'ai énoncé dans sa forme traditionnelle, en fait, il a joué un rôle essentiel dans la physique des XVIIe et XVIIIe siècles. Leibniz, Newton et ceux qui ont suivi, au XVIIIe siècle, la causalité, la cause, c'est vraiment un truc très très important.
Et les gens font une lecture des lois de Newton qui est causale au sens de Leibniz. Il y a vraiment des causes qui produisent vraiment des effets. La notion de cause a un sens très très fort. Mais comme vous le savez, la notion de cause au sens classique du terme va perdre un peu en poids avec l'apparition des probabilités en physique statistique. Ce qu'on appelle la thermodynamique statistique. On a renoncé à décrire le mouvement des molécules d'un gaz individuellement. On fait de la statistique. Et ça se traduit par des lois de probabilité. Et quand il y a des probabilités, la notion de cause perd un peu en puissance. Il n'y a plus une relation biunivoque entre la cause et l'effet. Une cause donnée va produire des effets peut-être multiples, dont chacun sera pondéré par une probabilité, qui font que le lien n'est pas direct. Donc, petit affaiblissement de la notion de cause. Je ne dis pas de causalité, je dis de cause, au XIXe siècle avec la thermodynamique statistique. Et puis, au XXe siècle, avec la physique quantique, c'est le coup de grâce. C'est-à-dire, on ne parle plus de cause. Le premier qui a remarqué ça, c'est Max Born, qui a donné la bonne interprétation de la fonction d'onde en physique quantique. Bon, je ne sais pas qui vous êtes, donc je ne sais pas si vous connaissez un peu la physique quantique, mais en physique quantique, quand vous faites par exemple une expérience de diffraction, vous envoyez un faisceau d'électrons sur un écran dans lequel il y a un petit trou. Derrière, vous mettez un écran qui va recueillir les électrons qui ont traversé par le petit trou. Et ben, vous prenez des électrons absolument identiques au départ. Vous envoyez dans le dispositif des électrons décrits par ce qu'on appelle la même fonction d'onde, donc qui sont décrits par le photoanalyste comme étant absolument identiques. Et bien, ils ne vont pas arriver tous au même endroit sur l'écran. Et ce que vous pourrez calculer, c'est la probabilité qu'un électron tape là ou là ou là. Mais vous ne pourrez jamais prédire avec certitude l'endroit où il va le faire. Vous pourrez le prédire de façon statistique, c'est-à-dire si vous envoyez un nombre colossal d'électrons, donc si vous allez faire une grande statistique, vous pourrez dire comment ils se sont répartis sur l'écran derrière la fente avec le trou. Donc statistiquement, vous êtes déterministe, mais individuellement, vous ne l'êtes pas. Ça a enclenché un débat terrible avec Einstein, encore lui. Ça lui a donné l'idée d'écrire cet article pair en 1935 et qui a lancé la controverse qu'il a eue avec Niels Bohr jusqu'à sa mort quasiment. Et cette question qui opposait Einstein et Bohr sur ce qu'il faut penser de la physique quantique a été tranchée en laboratoire avec les expériences d'aspect, etc. Bon, et la conclusion de tout ça, c'est que maintenant on a les idées claires et on sait que ce qui fait qu'un électron tape là plutôt que là, c'est le pur hasard. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de variable cachée qui permettrait de refabriquer la notion de cause adaptée à la sauce quantique. Donc, alors qu'Einstein espérait qu'on pourrait réhabiliter le déterminisme et la causalité au sens classique du terme en physique quantique, la réponse est c'est impossible. Et on sait pourquoi, et on l'a prouvé, etc. Donc, vous ne pouvez pas décrire un phénomène quantique comme étant ce qui résulte de l'action d'une cause qui a produit un effet donné. Vous ne pouvez pas raconter l'histoire de cet électron comme étant une succession d'enchaînements de causes qui ont engendré des effets. Il y a un moment où la chaîne causale est rompue parce que le hasard intervient. Le hasard pur. D'accord ? Des électrons absolument identiques ne vont pas avoir le même destin. On sort du jeu de dés là. Quand vous lancez le dé, vous savez que c'est parfaitement déterministe. Donc si vous étiez un très bon calculateur, vous pourriez dire ce dé-là, si je le lance comme ça, il va donner un 6 ou un 3, etc. Mais comme le calcul est très compliqué, eh bien, ça aboutit à des probabilités qui sont non pas des probabilités dues au hasard, c'est pour ça que le dé, ce n'est pas du tout l'instrument du hasard. Ce sont des probabilités qui sont liées à notre ignorance du système. Le système est déterministe, mais on ignore la façon de le décrire proprement, donc on ne sait pas ce qui va se passer, donc on dit que c'est du hasard. En fait, il n'y a pas de hasard dans le jeu de dés. D'accord ? Alors que, par exemple, quand vous avez un 6 ou bien quand vous avez un 3, l'histoire du dé n'est pas la même. Vous ne l'avez pas lancé de la même façon, etc. Alors que dans le cas de mes électrons, ils sont absolument identiques. Ce sont des jets de dés absolument identiques. En tout cas, ils sont décrits dans le formalisme quantique comme étant absolument identiques. Et pourtant, ils ne vont pas donner le même résultat. Donc là, on a affaire à un hasard qui n'est pas lié à notre ignorance du système, mais à une sorte de
de hasard absolu ou intrinsèque, si vous voulez, qui n'est pas lié au système, mais qui est lié à la façon dont nous interagissons avec lui, par le biais de la mesure. Bon, enfin bref, les gens ont compris dans les années 25-26 que la cause était perdue, si j'ose dire, ce qui ne veut pas dire que le principe de causalité est à mettre à la poubelle. Et la meilleure preuve, c'est qu'il n'a jamais été aussi en forme qu'aujourd'hui. Simplement, le principe de causalité qu'on évoque aujourd'hui, c'est un principe de causalité qui ne fait pas référence à la notion de cause. D'accord ? Alors, c'est ça que je vais essayer d'expliquer en essayant de réduire le principe de causalité à son contenu minimal. La dernière fois, j'avais dit, ce que j'appelle le temps, c'est ce qui fait qu'il y a de la succession et donc de la durée. D'accord ? Ce que j'appelle le temps, c'est ce qui fait que ça avance. Ok ? J'ai essayé de poser la même question à propos de la causalité. Qu'est-ce que la causalité désigne vraiment ? Eh bien, c'est d'une part l'interdiction des voyages dans le temps, et d'autre part le fait que quand nous avons affaire, et en fait ça équivaut à la même chose, à des événements qui sont causalement reliés, je ne dis pas que l'un est la cause de l'autre, mais ils sont causalement reliés, alors l'ordre de ces événements ne peut pas être modifié. Donc par exemple, quand je dis que aujourd'hui et demain sont causalement reliés, je ne veux pas dire que aujourd'hui est la cause de demain. Je dis simplement que demain ne peut pas se produire avant aujourd'hui. D'accord ? Vous voyez qu'il y a une petite différence. Quand je dis que des événements sont causalement reliés, je ne dis pas que l'un est la cause de l'autre, mais qu'entre les deux, il y a une chronologie obligatoire. Donc ce que je retiens de la causalité, c'est non pas l'idée qu'il y a une cause et un effet, c'est l'idée que A ne peut intervenir qu'avant B. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. On a un peu affaibli la notion de causalité puisqu'on s'est débarrassé du sens fort de l'idée de cause. D'accord ? Donc ça revient à dire que finalement le temps n'est pas cyclique et d'autre part il ne peut pas changer son cours. Le temps fait tic-tac, il ne peut pas faire tac-tic. D'accord ? Ce qui est bête comme phrase puisqu'entre deux tic-tac il y a un tac-tic. Mais bon, c'est juste pour me faire comprendre. D'accord ? Et on va essayer de voir maintenant rapidement comment ce principe de causalité très épuré se décline en physique. Parce qu'en fait, la façon dont nous l'incarnons va dépendre de la théorie physique qu'on considère. Par exemple, si vous êtes en relativité restreinte, la causalité s'exprime simplement par l'invariance de la vitesse de la lumière dans le vide. Si vous écrivez cette invariance, la causalité est garantie. Donc la physique relativiste, elle est causale par essence. Et on peut démontrer que si un objet, une particule, ou n'importe quoi d'autre, allait plus vite que la lumière, la causalité serait violée. D'accord ? Donc un tachyon, c'est une particule qui, si elle existait, violerait la causalité. Okay ? Bon, et la relativité dit, si vous voulez respecter la causalité, alors vous interdisez à des particules d'aller plus vite que la lumière. Dans le vide. Dans le vide, parce que vous savez qu'on peut aller, il est très facile d'aller plus vite que la vitesse de la lumière localement. Je vous donne deux exemples. Vous m'arrêtez si j'en ai parlé la dernière fois. C'est les ciseaux. J'en ai parlé ? Non. Bon, alors j'en parle. Je prends une feuille de papier, une paire de ciseaux. D'accord ? Je veux couper cette feuille avec mes ciseaux. J'appuie très fort sur les deux branches. Eh bien, il n'y a aucune limite à la vitesse du point d'intersection des deux branches. C'est-à-dire, je peux couper une feuille de papier à une vitesse qui dépasse la vitesse de la lumière. Ça ne viole pas la relativité, parce que dans cette affaire-là, aucun objet matériel ne se propage. Ce qui se propage, c'est l'intersection des deux branches. C'est un point géométrique. Il n'y a aucune limite. Vous appuyez très fort, ça dépasse C. Okay ? Donc la relativité n'est pas violée, puisqu'il ne s'agit pas d'un processus causal. Ça n'est pas parce que cette fibre-là a été coupée que l'autre fibre est coupée. La fibre qui vient après est coupée parce que le point géométrique s'est rapproché d'elle et l'a coupée. D'accord ? Donc ce n'est pas un enchaînement de causes qui a coupé la feuille. Si vous prenez un phare qui tourne, qui émet de la lumière,
D'accord? Donc le faisceau de lumière va tourner avec lui. Vous mettez un écran cylindrique autour. Le point d'impact du faisceau sur l'écran va tourner en même temps que le phare, à une vitesse qui est le produit de la distance entre le phare et l'écran multiplié par la vitesse angulaire, r oméga. Ben, si l'écran est très loin et si le phare tourne vite, votre spot il va tourner plus vite que la vitesse de la lumière. Donc vous aurez un spot de lumière qui ira plus vite que la lumière. Ça peut se faire tous les jours. On fait ça en labo avec des lasers et des prismes, des miroirs tournants. Vous avez un spot de lumière qui va plus vite que la lumière. Ce qui ne viole pas la relativité, puisque ce n'est pas la lumière qui se propage, c'est le spot de lumière. D'accord? Ce ne sont pas les photons qui sont déposés, qui vont plus vite que la lumière, c'est à chaque fois des photons différents, qui ont la même cause. D'accord? Et le fait que le spot qui était là, ensuite, vient là, c'est pas lié à la première cause, c'est lié au fait qu'ils ont la même source. D'accord? Donc vous avez l'impact de la lumière qui va plus vite que la lumière, ça ne viole pas la relativité. D'accord? Et enfin, autre exemple, si vous allez du côté de Toulon, eh ben, vous pourrez vous renseigner. On est en train au CEA et avec le CNRS de- d'utiliser la mer Méditerranée comme détecteur de neutrinos. Vous savez que les neutrinos sont des particules qui interagissent très peu avec la matière, et comme on n'a plus beaucoup d'argent à cause des coupes budgétaires dont vous avez entendu parler, on s'est dit que plutôt que d'acheter des détecteurs très lourds, très chers, avec des matériaux très denses qui sont très chers, eh bien on va utiliser des détecteurs naturels. On a choisi la mer Méditerranée. D'accord? Et pourquoi? Ben, c'est parce que les neutrinos qui traversent la Terre de jour comme de nuit, comme vous savez, eh ben on va essayer de détecter les neutrinos qui traversent la Terre, qui sortent de Terre par la mer Méditerranée, et qui ensuite traversent l'épaisseur d'eau qui est de 2 km au large de Toulon. Et donc on est en train de tendre des câbles jusqu'à 2000 mètres de profondeur sur lesquels on greffe ce qu'on appelle des photomultiplicateurs qui détectent la lumière. Et pourquoi on s'intéresse à cette lumière? C'est que de temps en temps, il y a quand même un neutrino qui va cogner une molécule d'eau, donc par exemple un proton qui est dans l'hydrogène de l'eau. Ce proton, tapé par le neutrino, va se transformer en neutron et ça va émettre un électron. En fait, un positron. Bon. Et cet électron, dans l'eau, il va plus vite que la lumière dans l'eau. D'accord? L'électron, il peut aller jusqu'à une vitesse égale à c, alors que la lumière dans l'eau, elle va à une vitesse c divisée par l'indice de l'eau, qui est plus grand que 1. Donc la lumière dans l'eau va moins vite que la lumière dans le vide. Mais un électron, lui, il peut aller presque à la vitesse de la lumière dans le vide. Donc l'électron, dans ce milieu-là, va plus vite que la lumière dans ce milieu. Et ça produit un phénomène qu'on connaît bien qui s'appelle l'effet Cherenkov. Et l'électron va émettre de la lumière. À cause de ça, parce qu'il va plus vite que la lumière, il va émettre de la lumière. Et on va récupérer cette lumière dans ces fameux détecteurs qui vont nous renseigner donc sur le nombre de neutrinos qui ont traversé la flotte, etc. Donc vous voyez qu'on peut aller plus vite que la lumière. Encore faut-il dire comment, quand, dans quelles conditions et avec quoi. D'accord? Bon, donc ça c'était pour le statut de la causalité en relativité restreinte. En relativité générale, c'est plus délicat, donc je ne vais pas en parler. Marc Lacheseret, j'en ai parlé avec lui il y a 2 jours. Il va vous en parler, donc je ne vais pas évoquer la notion qui est assez délicate. Et vous parlez plutôt de ce qui se passe en physique des particules. Et pour ça, je vais faire un petit historique, parce que au début, enfin, plutôt dans les années 30 du XXe siècle, les gens commençaient à avoir un sacré problème avec le rayonnement cosmique. Je vous rappelle le contexte. On avait depuis 1925 l'équation de Schrödinger. L'équation de Schrödinger, elle décrit ce qui se passe dans un atome, par exemple. Elle décrit les électrons par des fonctions d'onde, on fait des calculs, on déduit les niveaux d'énergie, etc. Mais elle n'est pas invariante relativiste. C'est une équation qui n'obéit pas au principe d'Einstein de relativité. Autrement dit, elle n'est valide que quand vous avez affaire à des particules dont la vitesse est faible devant la vitesse de la lumière. C'est le cas des électrons dans un atome. Un électron dans un atome, dans l'atome d'hydrogène par exemple, il a une vitesse typique qui est 1/100 de la vitesse de la lumière. Donc pour lui, l'équation de Schrödinger va à peu près parce que sa vitesse n'est pas suffisante pour qu'il puisse éprouver des effets relativistes. Et
tout allait bien avec ça. Sauf que les gens commençaient à bien comprendre le rayonnement cosmique, et ils voyaient bien dans le rayonnement cosmique qu'il y avait des particules qui allaient des vitesses colossales proches de celles de la lumière. Et la question, c'est comment décrit-on ces particules? Ce sont des objets qui sont très petits, donc il faut leur appliquer la physique quantique, et ils sont très rapides, donc il faut leur appliquer la relativité restreinte. Et à l'époque, on n'avait pas d'équation qui soit à la fois quantique et relativiste. Donc il y a pas mal de gens qui sont attaqués au problème, notamment Oscar Klein, il y a eu aussi Gordon, qui ont écrit une équation qui porte leur nom, l'équation de Clyde-Gordon, mais ça ne marchait pas pour les fermions, pour les électrons. Bon, donc Dirac, lui, s'est attaqué par d'autres voies à cette question, et il a obtenu une équation en 1929 qui s'appelle l'équation de Dirac. Bon. Et alors cette équation, il l'a résolue dans le cas le plus simple, qui est le cas d'hydrogène. Et à l'époque, il faut quand même se rappeler le contexte, c'est important, on ne connaissait que 3 particules. Il y avait le proton, l'électron et le photon. C'était les 3 seules particules connues. D'accord? Et Dirac, lui, il avait dans l'idée d'écrire une équation pour l'électron. Et donc il écrit cette équation, il la résout et s'aperçoit que les solutions de son équation s'écrivent sous la forme de ce qu'on appelle des bispineurs, c'est-à-dire une colonne de 4 chiffres. Il y a 4 nombres. Au lieu que la solution soit un nombre habituel, si vous voulez, complexe, c'est 4 nombres. Ce qu'on appelle un bispineur. Il comprend assez vite que les 2 premières composantes, c'est l'électron. C'est-à-dire, il y a une première composante qui décrit l'électron s'il a un spin positif. La deuxième décrit l'électron s'il a un spin négatif. Donc c'est le spin qui fait qu'il y a 2 composantes et non pas seulement une. Et ça, c'était vachement bien parce que le spin était mal compris. On le rajoutait à la main dans les équations. Là, il avait une interprétation naturelle du spin. Donc il était fou de joie. Mais les 2 autres, enfin les troisième et quatrième composantes nouvelles, c'était quoi? Eh bien, il a vite compris que ça correspondait à des énergies négatives. C'est-à-dire que ces particules-là, si c'était bien des particules, étaient des énergies négatives, avaient une énergie négative. Et le premier réflexe de Dirac a été de dire ce sont des artefacts mathématiques. C'est-à-dire, ça vient en plus, c'est pas physique, donc je fais comme si elle n'existait pas. Et puis en fait, au bout de quelques semaines, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas moyen de les éliminer. C'est-à-dire, ces solutions d'énergie négative, mathématiquement, elles avaient le même statut que les solutions d'énergie positive. Elles étaient aussi physiques que les premières. Et donc, il ne pouvait pas les foutre à la poubelle, quoi. Il ne pouvait pas les mettre sous le tapis. Il voyait du négatif, et vous savez, quand on voit des choses négatives, le premier réflexe, c'est toujours de les neutraliser, c'est-à-dire les incorporer dans du positif. C'est ce qu'il a fait. Et Dirac a publié un article assez marrant, dans lequel il dit, mais finalement, ces énergies négatives, c'est le proton. C'est étonnant. Donc j'ai l'équation du tout. On connaît 3 particules, l'électron, le proton, le photon. Je pars d'une description de l'électron, j'aboutis à la prédiction de l'existence du proton. Le photon, je le rajoute par le biais de l'interaction électromagnétique. Donc j'ai une équation qui dit tout ce qui existe dans l'univers. La physique est finie, j'ai réalisé le grand rêve des philosophes, comme il l'écrit lui-même, etc. Bon, il avait pété un plomb, ça arrive souvent. Et heureusement, mais vous voyez, c'est quand même assez marrant cette tendance. Parce que c'est symptomatique de l'époque. Les gens hésitaient, c'est Schrödinger que je citais tout à l'heure, ils hésitaient à prédire l'existence d'une particule qu'ils n'avaient jamais vue. Et ils ne prédisaient que l'existence de particules déjà connues, donc ce n'était pas une prédiction. Et alors là, il s'est passé un truc étonnant. Schrödinger s'est intéressé à l'affaire et a fait remarquer à Dirac que ces énergies négatives devaient correspondre à une particule qui nécessairement avait la même masse que l'électron, pour des raisons de consistance mathématique. Or, vous savez que le proton a une masse qui est à peu près 2000 fois celle de l'électron, donc ça ne pouvait pas être le proton. Okay. Et alors,
Dirac était embêté et il a eu l'idée, une idée assez géniale d'ailleurs, de cacher ces énergies négatives. Il a inventé le concept de mer de Dirac. D'accord? C'est de dire, finalement, oui, il y a des états d'énergie négative, mais ils sont tous occupés. C'est-à-dire que ces états d'énergie constituent une sorte de mer qui constitue le vide. Et le vide, c'est simplement un système dans lequel tous les états d'énergie négative sont occupés. Et puis les électrons que nous voyons sont ceux qui ont des énergies positives. Et comme on savait déjà à l'époque que quand vous cogniez sur de la matière avec des photons très énergétiques, vous pouvez faire apparaître des électrons. Ça veut dire qu'en fait, ces états d'énergie négative, s'ils reçoivent de l'énergie suffisamment, ils sortent de leur trou, si j'ose dire, et se manifestent sous forme d'électrons. C'est-à-dire qu'ils ont quitté leur mer de Dirac pour devenir des particules réelles. Et c'était la seule façon que Dirac avait eu de comprendre pourquoi la matière était stable. Parce que s'il avait dit tous les états d'énergie négatifs sont vides, alors un électron d'énergie positive, eh bien, il aurait pu tomber dans un trou en émettant des bouffées de rayonnement terribles, et la matière aurait été instable. D'accord? Donc la seule façon d'expliquer la stabilité de la matière, c'est de dire tous les états sont occupés. Il y a le principe de Pauli qui interdit qu'il y ait deux électrons au même endroit. Donc si toutes les cases sont occupées, eh bien les électrons qui sont en haut ne peuvent plus descendre parce qu'il n'y a plus de cases en bas. Donc la matière est stable. C'est un truc absolument génial. Que pas mal de gens ont moqué. Il y a une célèbre conférence de Pauli en 1930 où Pauli dit il dit une phrase terrible sur Dirac. Il dit il y avait une bagarre entre Dirac et la logique. Dirac a gagné. C'est-à-dire, il a fait un truc complètement illogique, quoi. Bon, je termine là-dessus. Et en fait, ce que dit Dirac dans son papier, c'est que si on cogne sur du vide constitué d'électrons qui occupent des énergies négatives, on verra en fait un trou qui va se libérer. Et ce trou, il correspond à une charge positive. Quand vous enlevez une charge négative d'un endroit, ça équivaut à une charge positive. Donc, si vous tapez sur le vide, ça va extraire un électron du vide, qui va devenir un électron d'énergie positive que vous allez voir, et en même temps, vous allez faire apparaître un trou. Et ce trou, c'est ce qu'il appellera un positron. D'accord? Donc, en fait, il était en train de prédire l'existence de l'antimatière. Okay. Alors, ensuite, je vais vous raconter la suite de l'histoire telle qu'on la raconte dans tous les bouquins et les manuels qui sont écrits un peu trop vite. Et on dit, voilà, Dirac prédit l'existence de l'antiparticule de l'électron, il l'appelle le positron. Anderson, jeune étudiant, lit le papier, il est alpiniste, donc il va monter au sommet d'une montagne, je ne sais plus laquelle, avec une chambre de Wilson qui a un champ magnétique élevé, à la recherche des positrons. Okay. Alors vous savez, j'ai oublié de vous dire un truc important, c'est que pourquoi est-ce que les gens étaient aussi embêtés avec les énergies négatives? C'est que quand vous avez une particule d'énergie négative, vous pouvez l'immobiliser. À ce moment-là, son énergie, elle n'a plus d'énergie cinétique, toute son énergie est son énergie au repos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa masse est négative. Une énergie au repos négative, ça veut dire masse négative. Ça veut dire que si vous croyez les lois traditionnelles de la physique, vous appliquez sur cette particule une force, par exemple la force de gravitation, et la particule, au lieu de tomber, elle monte. Elle fait tout à l'envers. Hein, parce que F égale une gamma, si vous changez le signe de la masse, ça change toutes les trajectoires. Toutes les trajectoires vont être parcourues à l'envers par rapport aux trajectoires qu'on observe autour de nous. D'accord? Donc c'est quand même des objets bizarres. Okay. Et donc, on vous raconte qu'Anderson monte sur sa montagne, voit des traces sur son détecteur assez bizarres. Il y a une particule qui fait des courbes comme ça, mais il ne sait pas si c'est une particule qui monte ou si c'est une particule qui descend. D'accord? Il a mis un champ magnétique qui courbe la trajectoire, mais il ne sait pas si c'est une charge positive ou une charge négative. Là, il a une idée géniale, il met une barre de plomb au milieu des détecteurs, et il voit que la particule, en fait, elle monte sur sa trace, elle monte avec une courbure assez faible, elle traverse la barre de plomb dans laquelle elle perd beaucoup d'énergie, et en sortant, elle a une courbure beaucoup plus forte. Donc ça lui permet de savoir que la particule est venue du bas vers le haut. D'accord? Et puis, comme il connaît le sens de son champ magnétique, il est capable de dire que cette particule a une charge positive.
contrairement à l'électron qui a de charge négative. Donc, grâce à sa part de plomb, il est capable de dire qu'il vient de voir une particule correspondant à Dirac, etc. Et le pire, c'est que c'est une particule qui monte. Et on ne le savait pas encore à l'époque, mais il venait de découvrir que dans le rayonnement cosmique, il y a des particules qui remontent. À cause des chocs avec les molécules d'air, tout le rayonnement cosmique, il ne vient pas du haut vers le bas, il y en a qui remontent. Donc c'est assez marrant de constater ça. Et puis on dit que Anderson a publié un prix Nobel, il a eu le prix Nobel pour ça, et Dirac a eu le prix Nobel aussi. Bon. Donc c'est une découverte qui a valu le prix Nobel à Dirac pour la partie théorique, à Anderson pour la partie expérimentale. Et en fait, quand vous regardez un peu l'histoire, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. D'abord, dans l'article d'Anderson, il dit qu'il pense avoir découvert une particule dont la masse est à peu près un vingtième de la masse du proton. D'accord ? D'autre part, à la cérémonie Nobel, il a dit qu'il n'avait jamais entendu parler de Dirac. D'accord ? Donc au lieu de dire, il y a un mec qui fait une prédiction, un théoricien, un expérimentateur qui va vérifier. Non, ça s'est fait, c'est le hasard. Et c'est en publiant son article que des gens ont constaté que peut-être c'était le truc de Dirac, etc. Mais il n'y a pas de relation de cause à effet, pour le coup, entre l'article de Dirac et le travail d'Anderson. Simplement, Anderson, il était l'élève de Millikan. Millikan, c'était un physicien intéressant, mais un peu allumé. Et il était dans le trip de Dirac, c'est-à-dire il pensait que la physique était terminée, qu'on avait découvert toutes les particules qui existent dans l'univers, c'est-à-dire 3. Protons, électrons, photons. Je peux vous lire une citation que j'avais récupérée pour vous ce week-end. Il dit, voilà ce qu'écrit Millikan. Il écrit en 1930. En 1931, le positron a été découvert en 1932. Il n'est rien arrivé de plus merveilleusement simplificateur dans l'histoire de la science que cette série de découvertes qui, emportant une adhésion pratiquement universelle, j'aime bien pratiquement universelle, pratiquement universelle, ça veut dire pas universel du tout, hein. C'est comme presque infini. À savoir qu'il n'existe que 2 particules, les électrons négatifs et les électrons positifs qui sont les protons, parfaitement identiques en charge, mais différents largement en masse. Donc pour lui, on avait terminé la physique. Sauf que Millikan, c'était un sacré bricolo. Hein, et il avait fabriqué, avec son étudiant Anderson, une chambre de Wilson qui avait un champ magnétique beaucoup plus fort que toutes celles qu'on n'avait jamais réalisées. Je dis ça parce que quand vous êtes théoricien et que vous considérez que la physique est terminée, il y a un truc à surtout pas faire. C'est construire un détecteur sensible, en plus sensible que tous les autres. Parce que c'est le meilleur moyen de vous tirer une balle dans le pied en découvrant une nouvelle particule. Et c'est ça qui s'est passé. D'accord ? Ils sont allés sur leur montagne tout fiers d'avoir un champ magnétique qu'on pouvait balader. Et ils ont vu une particule qui n'était pas un électron, qui n'était pas non plus un proton, qui n'était pas un photon. Et donc, Millikan a en quelque sorte ridiculisé ses propos antérieurs. Et ce qui est marrant, c'est qu'il s'est passé un mois entre l'écriture de la phrase que je viens de vous citer et la découverte du positron. Bon. Donc en fait, le positron a été découvert. On a découvert, grâce à Pauli, que toutes les particules avaient une antiparticule. On a découvert l'antiproton en 55, l'antineutron en 56, enfin bref. Et ce que je voudrais vous dire, et ça sera ma conclusion sur la causalité avant qu'on en passe aux questions, c'est comment est-ce qu'on comprend ça maintenant ? Cette histoire d'antiparticules, d'antimatière, de causalité, etc. Eh bien, je vais essayer de vous le raconter de façon la plus simple possible et la plus brève. Quand vous essayez de décrire des objets qui sont à la fois véloces et petits, vous devez marier physique quantique et relativité. C'est obligatoire. Et vous pouvez le faire d'une façon assez canonique et construire ce qu'on appelle une théorie quantique des champs. C'est-à-dire que vous vous appuyez à la fois sur les principes de la physique quantique et sur les principes de la relativité. Et ça peut se faire très bien. Et Dirac, en fait, c'est ça qu'il a fait, mais il ne se rendait pas bien compte. Il a fait une théorie quantique des champs. Et avec cette théorie quantique des champs, vous allez essayer de décrire l'événement ou le phénomène le plus banal dans le monde des particules. Et bien, l'événement le plus banal dans le monde des particules, c'est apparition d'une particule et disparition de cette particule. C'est-à-dire la plupart des particules sont instables, c'est-à-dire elles ont une durée de vie très courte. Vous le voyez bien sur les clichés que vous avez vus sans doute au CERN, vous avez des collisions de particules, des tas de particules apparaissent, laissent des traces, puis disparaissent. Il y en a même qui ont des durées de vie tellement brèves qu'elles ne laissent pas de traces.
Ok, donc, c'est un phénomène banal. Les seules particules qui soient stables, c'est l'électron, le photon et le neutrino. Hein, donc vous voyez que toutes les autres, il y en a des centaines, elles sont instables. Donc la moindre des choses, c'est de décrire l'apparition et la disparition d'une particule instable. Donc, vous faites le calcul, ça se passe très bien. Donc vous dites qu'à l'instant T0, dans votre laboratoire, une particule est apparue. Par exemple, un muon ou je ne sais pas quoi. Elle a une certaine durée de vie, 2 microsecondes dans le cas du muon en moyenne. Et au bout de cette durée de vie de 2 microsecondes, eh bien, elle se désintègre en donnant un électron, des neutrinos, etc. Et vous êtes parfaitement capable de décrire ça dans votre théorie quantique des champs. Etc. Le problème, c'est que pour un autre observateur, le fameux type qui rentrait dans la pièce tout à l'heure, dans certaines situations, eh bien, ce qu'il va voir, c'est pas du tout la même chose que vous. Il va voir cette fameuse particule d'abord se désintégrer et ensuite apparaître. D'accord ? Autrement dit, il va voir le film à l'envers. Donc, il y a des gens qui disent, bah, d'accord, ça veut dire que il n'y a pas de temps, finalement, le temps fait n'importe quoi, et que finalement, entre la naissance et la mort de cette particule, il y a le même genre de relation qu'entre les deux lampes que j'allumais tout à l'heure. C'est-à-dire, elles sont simultanées pour moi, mais pour quelqu'un d'autre, elles ne le seraient pas. Il n'y a pas de transmission causale entre la mort, entre la naissance et la mort. Bon, on peut admettre ça. Mais on peut aussi se dire, mais finalement, si je crois au temps, je dois imposer que la chronologie qui sépare la naissance de cette particule et sa disparition, elle doit être absolue. C'est-à-dire que pour tout observateur, la particule doit commencer par apparaître et ensuite disparaître. Okay, mais ça, c'est pas spontané. Quand votre théorie des champs a été fabriquée sans précaution, elle ne vous dit pas ça. Elle dit pour un autre observateur, c'est dans l'ordre inverse que ça va se passer. D'accord ? Alors, vous allez, si vous croyez au temps, ben vous allez ajouter à votre théorie des champs la contrainte de causalité. Bon, qui s'exprime sous une façon technique avec des opérateurs de champ, des relations de commutation, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais c'est vraiment intéressant à voir techniquement comment ça se passe. Hein. Vous allez simplement ajouter à vos équations une contrainte supplémentaire qui doit avoir pour effet que, quel que soit l'observateur qui regarde une particule, il devra la voir d'abord apparaître et ensuite disparaître. C'est-à-dire que vous allez, dans vos équations, rendre impossible le phénomène qu'elles avaient d'abord fait apparaître. Okay ? Et ça se fait techniquement. Et alors, quand vous ajoutez cette contrainte de causalité, vous vous rendez compte que, en plus des solutions qu'il y avait avant, vous faites apparaître les énergies négatives. Autrement dit, les énergies négatives de Dirac étaient le résultat de la causalité qui était là d'emblée dans son modèle à lui, qui n'est pas automatique, si vous voulez, mais dans l'équation de Dirac est causale. Ici, il ne le savait pas, il ne s'en était pas rendu compte. Et c'est cette causalité dans les équations de Dirac qui avait enclenché les énergies négatives. Mais dans une théorie des champs plus libre, si vous voulez, la causalité, on la rajoute à la main parce qu'on la veut. Et c'est elle qui engendre les énergies négatives. Et alors là, on retombe sur la même question. C'est quoi ces énergies négatives ? Eh bien, mathématiquement, elles se comportent comme des particules qui remontent le temps. Une particule d'énergie négative, en théorie des champs, c'est exactement équivalent mathématiquement à une particule qui remonte le cours du temps. Et on peut en rester là, on peut dire, voilà, une théorie causale prédit l'existence de particules qui remontent le temps. Bon. C'était le point de vue de Feynman. Feynman, il avait cette idée qu'effectivement, il y a des particules qui remontent le cours du temps. Puis il y a d'autres physiciens qui disent que remonter le cours du temps, ça ne veut rien dire. On ne sait pas ce que ça veut dire, remonter le cours du temps. Et on ne sait pas du tout non plus comment on pourrait interagir avec des particules qui parcourent le sens du temps autrement que nous. Et donc, ces gens-là disent, il n'y a qu'un cours du temps, et ce cours du temps, il est le même pour tout le monde. Et du coup, ils réinterprètent ces particules d'énergie négative qui semblent remonter le cours du temps comme étant des antiparticules qui suivent le cours normal du temps.
Et il se trouve que mathématiquement, c'est absolument équivalent. Donc, ces antiparticules, elles existent, on l'a dit, et moi je les lis comme la preuve matérielle, physique, plutôt antimatérielle, que le temps passe. Qu'il y a bien un temps avec une causalité, si vous voulez. Pourquoi? Parce que si je n'avais pas mis la contrainte de causalité dont je vous ai parlé, je n'aurais pas abouti à la prédiction des antiparticules. Donc le point de vue de ceux qui disaient ben, très bien, le temps n'existe pas, un truc peut se passer dans les deux sens, il n'y a pas de causalité, etc. Ce point de vue n'est pas pertinent puisqu'il ne permet pas de prédire l'existence des antiparticules dont on sait qu'elles existent. D'accord? Donc le fait que les... C'est assez subtil mais c'est important. Le fait que les antiparticules existent est la preuve que la contrainte de causalité qu'on a rajoutée était exacte. D'accord? Donc ça va assez loin tout ça. Et pour aller encore même plus loin que ça, on pourrait dire que le signe moins qui intervient devant les énergies dont je viens de parler, ce signe négatif qui intervient dans l'énergie, c'est simplement la traduction dans le formalisme de la théorie des champs de l'interdiction des voyages dans le temps. C'est la même chose. Ce signe moins qui découle de la causalité exprime l'impossibilité des voyages dans le temps. D'accord? Donc ça rigole plus, quoi. On peut plus dire absolument n'importe quoi sur le temps. Il me semble que l'antimatière, du point de vue du temps, c'est la découverte la plus importante du XXe siècle. Évidemment, la dilatation des durées, tout ça, c'est la relativité, c'est important. Mais là, le mariage relativité, physique quantique, un mariage, ça fait souvent des enfants. Ben, ce mariage-là, il a comme enfant les antiparticules, si vous voulez. Les antiparticules sont le produit du mariage de la physique quantique et de la relativité, éclairé à la lumière de la causalité. Donc, ce que j'aurais pu dire, parce que je m'aperçois que j'en ai même pas parlé, c'est évidemment la relativité a joué un rôle important là-dedans. Quand je dis que pour moi, une particule qui est apparue va durer 2 microsecondes et qu'ensuite elle va se désintégrer, j'ai dit que pour un autre observateur, si on a mis la contrainte de causalité, cet ordre-là sera le même. Elle va d'abord apparaître puis disparaître parce que j'ai mis la contrainte de causalité. Donc cette chronologie-là devient absolue, mais la durée n'est pas absolue. C'est-à-dire que lui, il ne va pas mesurer de microsecondes. Il va très vite par rapport à moi, il va mesurer pour la durée de vie du photon, du muon, 5 minutes, ou bien 1 heure, ou bien des quantités astronomiques. D'accord? Le temps, la durée va être dilatée par la vitesse de l'observateur. Ça, c'est un effet relativiste archi-classique, connu, etc. Donc ça, c'est évidemment important d'avoir découvert ça, mais ça, c'est une découverte de 1905 qui ne présuppose pas la causalité, si vous voulez. La causalité, ou même l'absence de causalité, aurait pu se satisfaire de ce résultat. La bonne façon de vérifier que la causalité, c'est pas une lubie de M. Lapalisse, mais c'est vraiment, entre guillemets, une vérité de l'univers, c'est l'existence de l'antimatière, ou bien l'impossibilité de dépasser la vitesse de la lumière. Mais l'antimatière, ça me semble beaucoup plus fort, parce que les antiparticules qu'on connaît ont exactement la même masse que les particules correspondantes, elles ont exactement les propriétés attendues. Donc, je me demande si, à cause de l'antimatière, ou grâce à elle, la physique n'a pas, sur ces questions-là, le monopole du discours. Elle dit des choses que personne d'autre n'avait pu dire avec la même force et que même personne n'avait dit avant. C'est vraiment des résultats nouveaux qui donnent à l'idée d'un cours du temps une assise que les philosophes devraient intégrer. Autrement dit, enfin là je déborde du sujet, mais je me demande si on peut rester kantien aujourd'hui sans essayer de fabriquer un néo-kantisme qui incorpore ce type de résultat. Voilà, je pense que on a fait 2 heures, moins 5, donc c'est le temps des questions. J'imagine qu'il y en a. S'il n'y en a pas, je repars pour 5 minutes.